spécifiquement enregistré pour le podcaston, auquel j'ai eu l'honneur d'être invitée cette année. Alors je vous avoue que pour Thérapie Taïlo, c'est un énorme saut en avant. Et pour l'occasion, sur ce podcast, j'ai décidé d'inviter une personne qui m'a fait ouvrir les yeux sur l'équitation, qui n'est d'autre que Eponatim. Vous allez vous rendre compte que dans cet épisode, nous donnons des sujets très précis avec des noms de chevaux hyper précis. Je vous invite d'ores et déjà à venir nous suivre, autant elle que moi, sur Instagram pour avoir l'ensemble des données et pour pouvoir suivre de manière correcte et efficace cet épisode. Et je vous souhaite une excellente écoute. Salut, ici Madeleine et vous écoutez le podcast de Thérapie Taïlo spécifique pour le podcaston. Eh bien, salut. Hello. Ça va être simple. Je vais te mettre comme quand on discutait, je prenais des cours avec toi, donc ça doit être complètement naturel. Voilà ce que je t'ai dit qu'elle allait C'est faire. grave, t'inquiète. Voilà, donc bienvenue sur Thérapie Taïlo. Je t'expliquerai un jour pourquoi j'ai créé ça, mais c'est trop complexe. Aujourd'hui, je suis là pour mettre ton ASBL en avant, parce que tu m'as appris énormément de choses sur les chevaux que je connaissais pas du tout, même après 15 ans d'équitation. Et donc, j'ai envie de profiter de l'événement pour te mettre en avant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de liens comme ça en Belgique qui existent, donc il n'y a pas beaucoup de mise en valeur. Donc voilà, j'ai envie de savoir un peu pourquoi tu as créé Epona, dans quelle optique, et d'où tu es partie et comment tu en es arrivée là aujourd'hui. Ok. Epona Team à la base, ça a été créé pour que je puisse moi partir en concours. Donc on a créé ça avec une amie à moi. Et en fait ma mère a utilisé ce nom-là pour notre petite équipe lors de la discipline du trek que je t'avais déjà expliqué. Au niveau des chevaux, c'est tout ce qui est technique de randonnée équestre mais en compétition. Et donc le nom est venu de là. Et puis par la suite, en fait, comme j'ai arrêté la compétition au vu des blessures de mon cheval, je me suis plus poussée sur les soins de mon cheval, etc. Et puis j'ai remarqué par la suite que j'aimais vraiment ça, de soutenir un peu la cause animale. Et j'ai toujours aimé avoir des animaux autour de moi. Puis en rencontrant mon compagnon qui avait aussi des animaux, on a commencé en fait à multiplier les animaux. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des difficultés financières, il y avait des séparations qui faisaient que l'animal en pâtissait. Et donc c'est de là qu'est né Epona Team au niveau du plutôt refuge. Donc c'est vraiment parti d'abord de plutôt pour l'aspect compétition et puis ça s'est redirigé vers un autre projet. Et puis en fait je me suis dit mais je peux en fait tout mettre ensemble. Et donc je peux permettre à des animaux d'avoir une belle vie et une seconde vie en fait, tout en étant en accord avec leur bien-être. Et de pouvoir partager ma passion qui est tout ce qui est randonnée, le trek, autour des chevaux, mais aussi autour des chiens, tout ce qui est randonnée, compréhension du comportement. Et donc voilà. Et donc j'ai tout mélangé, j'ai tout mis ensemble pour donner Epona Team, qui avant partait des chevaux et maintenant part des chevaux et des chiens. Ok. Est-ce que tu es satisfaite maintenant ou est-ce que tu as envie d'encore pousser plus loin ? Alors, si tu me connais, tu sais bien que moi, ma tête, elle bouillonne de projets. Donc, je suis très contente de la ligne dans laquelle, là où on arrive pour le moment. En plus, là, ici, Epona, cette année, je sais pas, c'est l'année 2026, on dit de l'année 9. Elle est en plein essor. Et donc, il y a plein de projets qui se créent, il y a plein de choses qui se profilent. Donc, ça, c'est chouette. Je pense que ça va continuer comme ça. On va dire que mon petit truc qui me frustre, c'est que je ne peux pas accueillir plus d'animaux que ce que je voudrais. Mais ça, je pense que c'est là pour la plupart des refuges. Plus d'animaux, t'en as pas assez ? Oui, mais il y a toujours des gens qui ont besoin, il y a toujours besoin d'aider. Donc ici, on essaye maintenant tout doucement de faire des collaborations avec d'autres associations. On essaye de trouver aussi plus des familles d'accueil ou autres. Parce que moi, ici, la règle d'Epona, c'est une fois qu'il est à la maison, il reste à la maison. Il n'y a pas de réadoption possible parce que en fait, j'ai plus confiance en l'humain par rapport à ça, malheureusement. Donc on essaye de trouver d'autres solutions. Ok. Comment t'es arrivée dans le trek ? Ouf, comment je suis arrivée dans le trek ? Parce que c'est quand même peu connu en Belgique. Enfin, on est plutôt dressage, complet, jumping. Le trek, c'est quand même pas fort connu. Il y a un peu plus de 10 ans, le trek était un petit peu plus connu que maintenant ici à l'heure actuelle où il y a eu un petit déclin. Et comment j'ai commencé le trek ? En fait, j'étais avec mon petit pur sang arabe
justement en CSO et en dressage. Je faisais mes petites reprises à côté des gros KWPN, des grands chevaux de dressage. Et j'avoue, en tant que petite gamine de 13-14 ans qui fait quand même du bon niveau avec son petit loulou et on te dit un arabe ça saute pas, qu'est-ce que tu fous là dans la piste où tu te sens un petit peu bousculé, clairement j'en ai pris un peu pour mon émotionnel et pour mon grade et je me suis remise en question et en fait j'ai commencé à stresser d'aller en concours et je voyais que ça n'allait plus dans mes valeurs parce que j'ai un esprit de compétition mais pas au point de faire du mal à mon cheval ou de mettre des choses en place pour avoir une performance sans écouter mon cheval. Et c'est mon père, un jour, il a lu l'Hipponews et il a vu, oh tiens, il y a le trek, ça a l'air sympa, tu vas balader. Et comme moi, tous les dimanches, j'allais balader avec mon père, on a été voir et de là, en fil en aiguille, on a fait en binôme avec mon père et puis je suis partie en solo, en compétition, en trek et c'est parti de là. Si je me souviens bien, tu as quand même été à un bon niveau. Oui, j'ai été en 2016 au championnat du monde à Mafra, donc au Portugal. J'ai fait aussi l'Autriche en championnat junior Europe. J'ai fait quelques pays autour de la Belgique, effectivement, au niveau des catégories. Mais j'étais en junior à cette époque-là. Et il y a une équipe Team Belgium? Oui, il y a une équipe belge ici qui est composée de 6 cavaliers cette année. De toute façon, c'est le maximum qu'on peut avoir au niveau des seniors. Parce que normalement, c'est 6 juniors et 6 seniors, donc c'est max 12. Mais on ne vaut pas l'équipe française, clairement, qui est en fait la discipline qui vient de France. Ok, donc introduit en Belgique. Tu aspires à retourner au haut niveau en trek? Oui, mais j'ai un autre objectif et je ne sais pas si c'est que depuis que je suis maman, mais j'ai envie de transmettre cette passion du trek en fait. Ok. Et donc ici, je suis plus dans l'organisation de créer des concours, des entraînements, des sessions d'initiation qui sont autour du trek, de reprendre un peu ce que c'est la carto, parce que je me rends compte qu'avec tous nos GPS et nos téléphones, les gens n'utilisent plus trop la carte. Moi, je ne sais pas faire une carte. Hein. Donc voilà. Et donc j'ai envie de vraiment partager cette notion d'autonomie avec son cheval et qui peut permettre vraiment de créer une complicité. Donc je fais encore des concours comme ça pour me faire plaisir. Le haut niveau n'est plus à l'heure actuelle, c'est vraiment l'idée plutôt je vois plein de jeunes pour le moment et de cavaliers qui ont envie de se lancer là-dedans et c'est plutôt la pérennité de la discipline que j'ai envie de promouvoir. Toi qui as grandi, moi aussi du coup, avec cette équitation où on était vraiment dans, à l'époque, vraiment ce truc où il faut durcir pour y arriver, est-ce que toi qui côtoies plein de jeunes cavaliers, est-ce que tu as l'impression que c'est toujours le cas ou est-ce que tu as l'impression que ça s'adoucit et que la nouvelle génération de cavaliers va plus vers le bien-être animal que ce que nous, on a été éduqués à l'équitation? Tu le dis bien toi-même, ce que nous on a été éduqués, donc en fait c'est la personne que tu as en face de toi qui va faire ton équitation. Ouais. Et donc voilà, moi ici c'est clairement, j'essaye d'amener un autre mood et vraiment une autre influence de comment on conçoit le cheval, qui n'est plus un outil en fait, et où tu vois le gamin qui saute sur le dos du cheval autour de la carrière, où les parents quand ils entendent c'est le moment du galop, ils sont en stress parce qu'ils se disent c'est quel poney qui va faire tomber le cavalier. Donc ici, moi en tout cas dans la région à Namur, je vois qu'il y a une évolution qui est en train de se faire au niveau vraiment du respect du cheval et de l'apprentissage du cavalier. Je vois de plus en plus des cavaliers qui apprennent d'abord à travailler leur équilibre sur un bidon que sur un cheval. Je vois vraiment une autre pédagogie, une autre vision qui change. Maintenant, je trouve que par contre, en haut niveau, on reste quand même encore fort sur les besoins de force, point de vue par exemple du mors, point de vue par exemple des éperons, de la manière d'échauffer le cheval aussi. On est très sûr, on doit monter le cheval pour l'échauffer, alors que maintenant il est montré avec tout ce qui est les recherches en ostéopathie, etc., qu'on peut très bien échauffer un cheval en étant à côté de lui. Mais on est sur un autre mood, clairement. On ne peut pas comparer il y a 10 ans à maintenant, c'est différent, quoi. Oui, puisque là, je regardais dernièrement le jumping, je ne sais plus où, il y a eu le Bordeaux, il y a eu Paris ces dernières semaines. Je trouve que même en haut niveau, il y en a encore, mais je trouve qu'on voit quand même moins des morts très durs, on voit moins des reines allemandes, des doubles reines. Et les règlements changent aussi, donc ça c'est chouette. Oui, oui. Donc, mais effectivement, je vois une évolution, mais c'est encore plus présent. Je trouve que c'est moins présent, tu vois, quand tu vas voir une écurie ou quoi, c'est moins présent que je pense que la pression aussi de la compétition amène à ce qu'on mette des moyens de facilité ou d'avoir une performance plus rapide en fait. Est-ce que tu trouves qu'il y a ça aussi dans le trek ou tu as trouvé que le trek, comparé au jumping et au dressage, respectait plus le bien-être du cheval? Alors, il faut savoir que dans le règlement du trek, le bien-être du cheval est vraiment primordial. Donc par exemple, tout ce qui est utilisation de éperon, cravache, c'est autorisé pour certaines phases, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 phases dans le trek, et donc ce n'est pas utilisé pour tout. L'enraînement aussi, il y a vraiment un choix d'enraînement, on doit faire attention. Et d'ailleurs,
si tu vas en concours trek, la plupart ils sont tous sans mort ou en haka-mort, ou il y en a de plus en plus qui aimeraient le faire en cordelette. Mais ça, c'est pas encore tout à fait autorisé parce que on est plusieurs sur le terrain, etc. Et Oui, il y a la on sait notion de jamais. risque quand même. Voilà, il y a la notion de risque. On est quand même en trek, on fait quand même du sautant, on fait quand même des passages de guet, on fait quand même des petits aspects techniques. Ok. Donc je trouve qu'en trek, il y a moins. Maintenant, il faut savoir que le trek est lié à la randonnée, donc c'est lié à du loisir. Et donc, je pense qu'il y a aussi un peu, enfin, je veux dire, quand on fait une compétition de trek, il y a moins d'enjeux financiers aussi, on a moins de risques de gagner des choses. Je veux dire, championnat du monde trek, on gagne pas 10 000 boules ou quoi, ou un Ok. cheval. Tu gagnes pas tu une vois. Rolex, quoi. Non, non, je veux dire, Mince. on y va vraiment parce que c'est de la passion, en fait. Voilà, on s'investit et on sait qu'on s'investit sans spécialement avoir une paye à la fin, quoi. Ok. Ouais, donc tu trouves c'est plus slow que vraiment Voilà. le jumping. Ok, cool. Est-ce que tu as d'autres choses à dire de Epona? Non, globalement, je crois que j'ai raconté tout ce qu'il fallait, tout ce qui concernait Epona. Que c'est un refuge et en même temps qu'on travaille la discipline et le bien-être animal au niveau du trek, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu en vis à 100%? Alors non, alors clairement, il faut savoir que dès que tu as une association, un refuge, je ne sais pas en vivre. Et en plus, comme je te l'ai expliqué tantôt, le trek a été à un moment en déclin. Donc il y a vraiment eu 5 ans où il y avait très peu de trek en Belgique. Et d'ailleurs, les cavaliers, l'équipe belge, allaient plutôt s'entraîner en Hollande, en Autriche, en Allemagne et en France. Que ici, en fait, ça fait, on va dire, un petit 2 ans qu'on essaye de relancer. Donc en fait, c'est la première année ici qu'on retrouve 8 concours sur la saison trek en Belgique. Beaucoup, 8. Ouais, mais dis-toi qu'avant, il y en avait 12, 14. Il y a 10 ans, il y en avait 12, 14. Ok. Et ici, maintenant, ouais, avant, la saison que tu as connue aussi de trek, il y en avait que 2 sur l'année ou 1. Style le château qui est très connu pour être resté et Oui, avoir... c'est ça. Le survivant. voilà, le survivant. Mais on va rebondir sur tout ce qu'on a dit sur le haut niveau, l'équipement, etc. Mhm. Et je vais te demander de répondre hyper spontanément. Je vais te poser volontairement des questions de la manière dont moi je monte mon cheval, puisque tu connais mon cheval, tu nous as suivis et j'espère que tu pourras encore nous suivre sur d'autres aventures à l'avenir. Moi, c'est des choses que je tolère à un certain niveau, je l'entends, et je sais que parfois ça peut tiquer dans le bien-être animal. Mhm. Moi, je viens du jumping, je suis dans une écurie maintenant de complet et de dressage, donc c'est sûr que la vision, elle est tout autre. Mais tu connais aussi ma vision où je suis partagée entre je veux que mes chevaux soient dehors, mais bon, pour Lucifer, pour le coup, c'est pas possible, physiquement parlant. Et voilà, mon équitation, elle évolue tout le temps aussi. Et il y a des choses que je change régulièrement, toutes les semaines, dans mon matériel, où je sais que toi, c'est pas du matériel que tu utilises spécialement pour tes chevaux. Ouais. Donc voilà, je veux juste un pour ou contre, Ok, et après on débat. d'accord. Pour ou contre l'éperon. Contre. Pour ou contre le bridon. Pour. Pour ou contre la double muserolle. Contre. Pour ou contre la muserolle basse. Contre. Pour ou contre le matériel adapté. Pour. Pour ou contre le ferrage. Je te dirais pour, avec, tu sais bien, mes 3 petits points. On débattra les 3 petits points après. Pour ou contre le pré-box. Pour. Pour ou contre le 100% pré. Pour, oui. Pour ou contre la compétition en jumping. Moi, je suis pour, mais de nouveau avec 3 petits points. Tu sais bien, c'est pour ça qu'il faut qu'on débatte. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Ok. Il y a une question où moi, je suis partagée, et je sais que c'est un débat qu'on avait déjà eu, c'était le bridon, le side pull, et le haka mort, mais qui rentre dans les bridons sans mort, Ouais. donc plus assimilé au side pull. Je suis pas fondamentalement pour le bridon. Si un jour je peux le retirer, je pense pas que ce sera possible au vu du profil de mon cheval, mais voilà. Mais je suis pas 100% pour le sans mort non plus. Ok. Tu vois? Et donc il y a tout ce truc où je savais que tu allais me dire contre la double muserolle, etc. Moi, pour l'instant, je monte avec une double muserolle. Oui, je sais, je l'ai vu. Tu vois? Et ça m'aide dans mon travail, dans le sens où elle n'est pas serrée. Enfin, il se gratte, il la retire. Hein. Mais de nouveau, c'est pour ça que tu vois, le pour et contre, il faut pouvoir débattre parce qu'en fait, un oui et un non ne dit pas clairement les choses. Oui, Parce qu'il y a tout ce qui est mise en situation. Donc ici, tu vois, tu viens de m'expliquer ton contexte par rapport au fait que tu ne serres pas énormément ta muserolle. Il y a le caractère du cheval, il y a ce que tu souhaites faire, et il y a l'optique de la personne. Je veux dire, c'est ce que je te disais, c'est qu'en haut niveau, on va avoir tendance à utiliser des fois des moyens un peu plus durs pour le cheval, oui, pour y la arriver, performance. Ouais.
et parce que il y a aussi un aspect de sécurité où le cavalier, dans la carrière, il a besoin d'avoir une sécurité que le cheval il tourne. Donc voilà. Pourquoi contre l'éperon? Alors, je vais déjà te dire que contre l'éperon, parce que j'ai une image de moi enfant où on m'a demandé de mettre des éperons et où en fait j'ai eu la sensation que l'utilisation de l'éperon ne m'a pas aidée dans les apprentissages que je souhaitais faire avec le cheval. Et alors toujours cette question de comment utiliser l'outil. Donc en fait, l'éperon, oui, mais alors il faut que tu aies une jambe fixe, il faut que tu la tiennes bien. Et donc dans la globalité, en fait, je préfère dire contre l'éperon parce qu'en fait, la plupart des cavaliers que je vois utiliser des éperons ne savent pas l'utiliser, ou la jambe bouge à un moment, ou ça ne marche pas en fait. Et donc c'est ça le problème, c'est qu'on crée des outils, mais qui ne conviennent pas à tous les cavaliers, et qu'il faut d'abord pouvoir travailler plein de choses pour arriver à utiliser un éperon. Donc moi par exemple, tu me mets un éperon entre les mains, je suis honnête avec toi, je suis sûre de ne pas savoir l'utiliser correctement, parce que ma jambe va bouger à un moment, parce que... Voilà. Et je préfère travailler sur d'autres sensations, que la pression au niveau avec l'éperon, tu vois, la demande avec l'éperon. Ouais. Qui est, au final, si tu l'utilises gentiment, il va le sentir. Et je me dis, si on utilise l'éperon pour une demande, on va dire au niveau d'un appui ou que sais-je, un appui ou autre, on pourrait très bien la demander avec notre jambe. C'est une question juste de sensibilité et d'apprendre au cheval à répondre à cette sensibilité. Et les cavaliers ont tendance à zapper cette étape-là, en fait. Oui, à zapper l'apprentissage de la jambe. Voilà. On se dit le cheval ne réagit pas, du coup on met un éperon. Voilà, c'est ça. Mais dans le cadre où on a un cheval déjà bien dressé, tu vois, si je prends un Orichas par exemple, qui lui, tu lui fais bout, le cheval limite il s'assied comme un chien. Moi, il y a des moments où j'ai mis l'éperon parce que je cherchais à pousser encore un peu plus loin ce qu'il savait déjà faire. Or, le code avec ma jambe, il était codé, tu vois. Maintenant, il est codé avec la jambe, mais c'est ça que je dis, c'est que ta sensibilité, tu peux aller très très loin. Quand tu dis que le poil du cheval peut sentir une mouche sur son enfin, tu vois, au niveau de sa sensation, j'en perds mes mots, tu peux vraiment te rendre compte que notre corps sur lui, il peut sentir. Je veux dire, quand on regarde un peu l'équitation western, la manière dont ils font freiner leurs chevaux, pivoter à gauche, à droite, ils ne touchent pas à la bouche. Au niveau des jambes, ils n'y touchent pratiquement pas. C'est vraiment juste le bassin, tu vois. Donc je me dis, si on arrive vraiment à cette sensibilité, donc c'est vraiment travailler cette sensibilité pour arriver justement à avoir cette petite perfection que l'on souhaite. Et ça met du temps, de l'investissement, avec malheureusement des échecs. Et ça, le problème, c'est que l'humain, il veut souvent tout très vite. Et en plus, à notre heure actuelle, on aime beaucoup le tout très vite, vu qu'on a tout très vite. Amazon, let's go, le lendemain, j'ai ce que je veux, quoi. Ça, oui. Donc voilà. Mais quand je vois certaines vidéos de mes confrères, genre Pauline et Nayade, qui arrivent à te faire un piafé accru, sans éperon, et que tu sais de où elle a démarré, et qu'elle n'a jamais utilisé un outil un peu plus fort. Donc je suis honnête avec toi, pour moi l'éperon est un outil un peu plus fort. Ah oui, il est pas... On y arrive, tu vois. Maintenant aussi, clairement, et ça il faut être honnête, c'est que on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec n'importe quel cheval. Je veux dire, on ne peut pas demander à un cheval qui est très stressé et autres de faire du spectacle, ou alors si, mais ça va nous prendre 20 ans pour arriver à ce qu'il soit zen. Donc je pense aussi qu'il faut adapter le cheval à ce qu'on souhaite faire, mais qu'on peut arriver quand même à des résultats comme nous. Enfin, tu vois, je veux dire, t'es peut-être plus doué en maths qu'en français et moi inversement, mais si on taffe bien dedans, il y a moyen qu'on arrive à une performance, mais on a des limites quand même, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. Je suis peut-être un peu détournée dans le Non. questionnement, mais... Non, ça va. C'est ça ma logique, en fait. Moi, c'est l'éperon, on peut l'utiliser, oui, mais tu l'utilises pour quelle raison? Comment tu l'utilises? Moi, à l'heure actuelle, je l'utilise plus du tout à la maison. Là où avant, j'avais codé que je le mettais 100% de mes séances en carrière. Une séance avec Lucifer où j'avais pas d'éperon en carrière. Maintenant, en carrière, j'en ai rarement. J'ai mis une fois pour sauter, pour te dire, on montait un peu les barres et en fait l'exercice était complexe et il n'avait pas la réaction il n'avait pas la réaction au sol et en fait il est à la fois stressé et à la fois extrêmement respectueux et donc il préfère s'arrêter et au bout de 10 fois à tomber dans les barres. J'avoue que je me dis ok mon gars, je comprends que tu n'arrives pas à analyser la réactivité au sol que tu as besoin, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance parce que moi je sais qu'on peut y arriver. Et donc sur la fin de cette séance-là, j'avais juste mis mes petits éperons, ils sont tout petits, c'est les boules, tu les as déjà vus. Et c'était vraiment le petit, au lieu d'aller lui mettre un coup de cravache en mode fais-moi confiance,
J'ai juste un tout petit peu serré l'éperon à l'entrée de la ligne. Il a fait « Ah mais ok, on peut y aller ». Et on a fait une ligne avec un éperon, tu vois. Et j'ai mis aussi sur un parcours et je les mets très régulièrement en concours parce que c'est ce truc où il est pour l'instant tellement stressé par son environnement parce qu'il ne connaît pas l'extérieur que c'est le petit code de quand je viens entre guillemets le piquer parce que ça pas piquer, c'est pas pointu quoi. Non, mais je vois, c'est un peu comme s'il avait une carapace en concours tellement il est Ouais, stressé et donc il ne t'entend plus et que c'est un petit peu exactement. C'est pour le péter petit, la bulle et c'est lui faire comme si comprendre tu que faisais t'es là, un quoi. petit à ton enfant, tu vois, en mode oui, enfin, mais je te Ouais. parle depuis 3 minutes, tu Ouais. vois. Donc ça, c'est un peu, oui, c'est pour un peu, c'est la petite pincette pour dire, eh oh, je suis là. Oui, c'est ça. C'est pour la demande d'attention. Mais ça, par exemple, tu vois, c'est au niveau de l'environnemental, donc c'est tout ce qui est la gestion de l'environnement que le cheval a, donc c'est au niveau de son stress. Et donc moi, dans ma vision des choses, ben, je travaillerais ça d'une autre manière. Mais ça, je te l'ai déjà dit, donc déjà sortir en extérieur, sortir seul. Mais Et ça, on fait tout ça. Oui, oui, et la situation de stress des concours, c'est d'y aller, mais sans se mettre de pression, ou d'aller accompagner des gens en concours, mais que ton cheval ne participe pas au concours. Mais tu vois, de nouveau, c'est des moyens que tu dois mettre en place, qui c'est du temps, c'est de l'argent, que des fois, ben, les cavaliers n'ont peut-être pas spécialement envie de mettre, et donc l'éperon va être une solution, quoi. Oui, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si tu participes pas, tu peux pas rentrer sur la piste. Je sais. Mais ne fût-ce que l'ambiance du concours, enfin, je sais pas à quel niveau Lucifer il est au niveau du stress. C'est en piste. Au C'est paddock, il est parfait et voilà. c'est en piste quand il a Parce vraiment le que public. faire des sorties extérieures ou quoi, où tu t'invites plein de potes et tu dis on fait une teuf, mais pendant ce temps-là, je monte à cheval. Enfin, tu vois, ça Ouais. paraît un peu bête, mais j'ai créé des fois des situations pour ma jument, bah, Esmeralda, que tu as déjà vu, que j'ai fait aussi en concours trek, qui elle, et par contre, c'est une bombe à retardement, elle est explosive. Et elle est explosive parce que moi aussi, je suis stressée. Donc il y a peut-être aussi du travail vis-à-vis de l'humain et vis-à-vis de comment on se sent, parce qu'on n'est pas pareil en concours qu'à la maison. Oui, bien sûr. Qui fait que j'ai travaillé cette mise en situation en fait. Donc j'ai été à gauche, j'ai été à droite, je suis sortie à des endroits plus stressants pour elle, qui amenaient à ce qu'elle veuille me faire du rodéo et m'éjecter. Mais voilà, bon, il y a eu toute cette réflexion aussi de pourquoi tu m'éjectes. Et en fait, quand j'ai remarqué que c'était vraiment lié à la soupape qui allait exploser parce que trop de pression pour elle, voilà, parce que ma jument en extérieur, bah, tu sais bien, Esmeralda, elle passe partout, elle n'a aucun problème. Et c'était vraiment dans la piste de concours que là, en un coup, tu fais, mais j'ai l'impression qu'en un coup, je vais décoller et je vais prendre un avion, quoi. C'est ça. Donc voilà. Donc les éperons, de nouveau, de pourquoi on les utilise et comment on les utilise, il y a toujours moyen de ne pas les utiliser. C'est pour ça que je suis le contre. but, c'est de les retirer. Voilà. Mais à après, la terme. question, c'est comment les retirer. Parce qu'une fois que tu as sensibilisé ton cheval à ça, comment faire machine arrière? Donc tu vas peut-être devoir mettre plus de temps et d'énergie pour enlever ces éperons que... Mais alors, ce qui est, c'est qu'il y a un gros problème sur la réglementation des concours en Belgique, c'est qu'on n'a pas tout ce qu'est le système de warm-up comme en France. Ouais. Et donc, si tu ne t'inscris pas et que tu participes pas, tu peux pas rentrer sur le concours. Donc, Ouais, je comprends. c'est vraiment... Moi, le problème que j'ai actuellement, c'est vraiment la piste Et du c'est concours. le public, en fait. C'est tout. Ça peut être... Parce que ça peut être le gars qui parle, tu vois, le gars au micro qui parle. Bah, tu peux dire, ok, bah, on va faire une mise en situation avec le gars qui parle. Ça la peut sonnette. être une marguerite comme le public. Ok. Donc ça peut être aussi la couleur des obstacles, etc. Ouais. Donc là, il faut sortir. Sauf que là, sans engager des concours, je ne sais pas le sortir, Mhm. tu vois. Donc, j'ai fait des concours où j'ai juste fait 3 tours de piste au galop. Hein. Je n'ai jamais passé le 1. Ouais, parce que c'était trop pour lui. C'était trop, Mhm. c'était trop. Et les concours de barre au sol, tu Ça vois. n'existe pas en Si. officiel. Ah, oui, en officiel, oui. Parce qu'en non officiel, ça existe les concours de barre au sol. Et là, en fait, tu es vraiment dans une situation de concours où ton cheval, en fait, l'épreuve devient facile parce qu'en fait, c'est juste passer des barres au sol. Et toi, tu peux travailler vraiment ta technique, ton abord de l'obstacle et tout ce qui est le bruit, les gens, etc. Et alors, progressivement, te dire, je monte progressivement en disant, après, on fait 20-30 cm. Et ça reste dans la facilité du cheval sans devoir spécialement utiliser l'éperon, vu qu'on est toujours dans cette idée d'éperon. C'est ça. Mais c'est le truc où, malheureusement, en Belgique, quand la saison officielle commence, il n'y a plus de saison maison comme l'hiver. Oui, tu parles des hivernaux, oui. C'est déjà ça de gagner, non? Donc, mais donc c'est le truc où, là, cet hiver, bon, beaucoup moins début de l'hiver, je vais dire, on est sorti sur un hivernal qui s'est extrêmement mal passé. Mhm. J'ai rebondi, j'ai loué la piste, j'ai été m'entraîner sur la piste. Et tu as vu une différence? Alors, j'en avais discuté avec d'autres personnes, etc. J'avais réintroduit le noseband, du coup.
de nouveau pas serré, etc. J'avais loué la piste en demandant d'être seule. Je me suis retrouvée en cours avec un professionnel qui saute 1m40. C'était super. Mais il a été exemplaire, en fait. Et donc, pour rebondir sur le noseband, moi, j'ai réintroduit le noseband parce que dans la réflexion où mon cheval est surstimulé en extérieur, le stimuli de mes mains, il est trop. Et du coup, en fait, le noseband, moi, c'est pas dans l'optique de lui fermer la bouche. J'en ai rien à faire qu'il ferme la bouche. Je veux juste fixer le mort supplémentaire dans sa bouche parce que le sang mort est interdit en concours de jumping. Ouais, là, tu vois, donc ici, au niveau de la discussion, dans les deux disciplines dans lesquelles nous on pratique, tu vois, toi c'est interdit le sang mort, mais c'est en train de tout doucement... Ça change, hein. Là l'hiver c'était autorisé, mais et il commence à avoir les concours en cordelette, etc. en jumping, donc ça commence un peu à changer, et ça c'est chouette, c'est génial, parce qu'en fait ça ferme aussi pas mal de portes à plein de cavaliers. Enfin, tu vois, moi j'ai besoin en trek de m'entraîner aussi à sauter, parce qu'il y a du sautant dans le trek. Je peux pas aller faire des concours de jumping parce que je suis sans mort, quoi. Tu peux, mais hors classement. Ouais, ça, mais ça me freine. Mais voilà, je pourrais hors classement, c'est vrai. J'avoue qu'en fait, j'étais en mode, il est sans mort, let's go, j'ai même pas pensé à ça. Non, mais tu peux, mais hors classement, quoi. Donc, donc moi, je m'entraîne plutôt sur des terrains sans concours ni rien, mais c'est vrai que c'est une mise en situation qui est intéressante. Et alors, par rapport au fait de le noseband, au niveau de fermer la bouche, à quoi ça sert cet outil-là ? Ça sert justement à empêcher que le cheval ouvre la bouche et donc que l'équilibre au niveau du mort soit justement dysfonctionnel ou que le mort bouge à un endroit et donc au niveau de la précision de la demande, on ne l'est pas. De nouveau, c'est comment on utilise. L'idée ici, c'est l'outil, il sert à ça. Mais alors, si tu as la vision du bien-être animal, ce qui est ma vision à moi, c'est est-ce que, au niveau du bien-être animal, c'est correct ? C'est pas correct en fait, dans le sens que tu fermes la bouche de ton cheval, qui est quand même au niveau du corps animal un endroit qu'il utilise pour manger, etc. Qu'au niveau de tout ce qui est sensibilité, au niveau de son museau, etc., on est au courant maintenant que c'est hypersensible. Et donc on met quelque chose sur quelque chose qui est hypersensible pour nous avoir une sensibilité au niveau du mort. Alors qu'on pourrait avoir cette sensibilité justement en travaillant nous-mêmes, de notre propre personne, sur la fixation de la main, sur au niveau de la demande, les petits codes à mettre en place, comme je te dis, le cheval est tellement sensible qu'en fait, on utilise des outils qui vont le rendre insensible. Et des fois, on va dans l'effet pervers de rajouter de plus en plus de choses. Alors que moi, en fait, j'ai monté en mort, hein, j'ai eu une muserolle et tout, donc je vois très bien ce que tu veux dire. Mais en fait, j'ai été dans l'autre sens. J'ai enlevé. Et au plus j'ai enlevé, au plus j'ai remarqué qu'il y avait des nouveaux boutons qui se mettaient de manière naturelle et qui permettaient justement de mettre des choses en place avec le cheval, en fait. Et j'aimais bien cette idée que vraiment on était dans la collaboration avec le cheval. Oui, parce que tu vois, pour moi, par exemple, le sang mort, justement, maintenant qu'on a conscience de toute cette sensibilité, etc., pour moi, un sang mort, il peut potentiellement faire beaucoup plus de dégâts qu'un mort. Alors, comme tout outil, comment tu utilises ton outil ? Mais il faut savoir que moi, en fait, le sang mort, c'est parce que... il y a quand même, c'est comme tu l'as dit tantôt, cette notion de sécurité. Si jamais, imaginons, ça m'est déjà arrivé, il y a un chien qui arrive par derrière les bois et qui nous fonce dedans et qui veut nous attaquer, je dois quand même pouvoir contrôler mon cheval pour nous mettre en sécurité tous les deux. Donc si jamais tu te fais agresser par un chien ou n'importe qui, ou un truc qui fait peur et que tu es dans une situation délicate, tu dois quand même pouvoir, parce que il y a au niveau du cerveau reptilien du cheval, ou même le nôtre, on va se mettre en mode survie. Ah bah oui. Et le cerveau reptilien est très égocentrique. Et donc ça veut dire qu'il va penser à soi avant nous. Sauf que nous, on est sur lui. Donc, oui, le cheval, il va fuir. Donc, il va fuir ou il va peut-être faire un mouvement... j'ai déjà vécu les situations et il va peut-être faire un mouvement qui va te mettre toi en difficulté ou nous déséquilibrer et il va peut-être pas penser. Parce qu'il faut quand même être conscient qu'au niveau des capacités du cheval ou du chien, on est quand même un petit peu plus élevé au niveau de notre réflexion, tu vois. Les idées ne sont pas toujours les bonnes de la part d'eux. Et donc, le fait d'avoir un sang mort, c'est ne fût-ce que déjà de pouvoir avoir une ouverture de renne, pouvoir avoir un stop s'il y a besoin. Mais si tu me vois en concours ou si tu me vois monter à cheval, et tu m'as déjà vu monter à cheval en balade, mes rênes sont longues. Je touche pas à la tête de mon cheval. Et en trek, c'est pareil. En trek, quand je fais mon orientation, ma course d'orientation, qui est la première phase, je suis reine longue. Et en fait, je tourne à gauche avec ma jambe et je tourne à droite avec mon autre jambe. Je demande un arrêt en m'asseyant dans la selle et en disant « oh », donc j'utilise le langage verbal. Mais c'est très peu souvent, j'utilise mes rênes. Alors de temps en temps, je vais mettre un petit contact. Mais alors ce que j'ai fait, moi, c'est que je mets un mouton au niveau du side pull, tu vois. Donc justement pour adoucir la pression, pour pas que la pression au niveau du cuir se fasse directement au niveau du nez. Pourtant, on dit que le mouton chauffe plus et donc engendre plus de lésions internes. Oui, mais il est pas serré là. Ici, franchement, il n'est pas serré, donc il n'y a rien. Voilà. Mais c'est ce que tu dis est correct. Enfin,
c'est d'après les études, Oui, mais c'est moi, ça. je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais. Enfin, moi, j'ai mis un mouton, c'est pour empêcher que le cuir, justement, si on fait l'expérience, et je l'ai eu, où tu laisses le cuir et tu mets le mouton, plusieurs heures sur ton cheval, parce que comme moi, je pars à la randonnée, des fois, je pars 5, 7 heures à cheval, voire des fois 15. Ça dépend des circonstances. Je remarque que le cuir va avoir un impact plus néfaste sur la peau du cheval. Donc, brûlure, perte de poils, transpiration aussi au niveau du cheval, que si je mets un mouton, que ce soit n'importe quelle saison, bien sûr non serré sur le cheval, donc qui est vraiment flottant. Je n'ai pas de brûlure, j'ai pas de perte de poils et la transpiration, j'en ai très peu. Et du coup, pourquoi pas du biotane? J'ai en biotane, donc mes rênes sont en biotane, mes side pools sont en biotane, mais le biotane, au niveau de la transpiration, ça réagit super bien. C'est juste qu'au niveau du frottement, si tu mets vraiment une pression constante et si tu es souvent sur la tête de ton cheval en side pool, ça amène quand même des petites brûlures comme pour le cuir. Ok. Et il faut être conscient que, là moi je te parle de ma monte à moi, mais comme tu sais, Eponateam, c'est aussi la possibilité de... dans Eponateam, il y a team, et donc en fait, il y a toute une équipe, donc il y a tous des jeunes, il y a plein de gens qui viennent voir le mood que j'ai envie de lancer. Et donc, les chevaux ne sont pas toujours montés que par moi, j'ai d'autres personnes. Et donc, pour éviter justement de mettre mon cheval dans les mains d'un cavalier qui a peut-être un peu plus de mal à gérer le side pull, le mouton va permettre moins de dégâts au niveau de la tête du cheval. Le fait que d'autres cavaliers montent ta jument de concours, ça ne freine pas ton travail? Alors, je fais mon choix de qui peut monter ma jument. Donc, comme tu sais, ici, j'en ai 12. J'ai 2 chevaux de concours, Soda et Esmeralda. Et je fais vraiment mon choix. Donc, c'est pas n'importe qui, n'importe quel cavalier lambda qui va le faire. Mais par contre, c'est un regard extérieur. Donc, c'est sympa de voir que si quelqu'un d'autre monte ma jument, moi, je peux voir des choses qu'elle ne fait par exemple pas avec moi ou qu'elle va faire avec d'autres personnes. Et alors, souvent, quand les cavaliers montent, on fait attention à ce que je vais demander. Donc, ici, moi, j'ai une pension sur ma jument, Eileen. On travaille en collaboration. Hier, par exemple, elle a mis les barres au sol et on a travaillé les barres au sol en longe pour justement que la jument puisse avoir une régularité dans son allure, monter le dos et travailler justement un autre exercice que simplement être en balade, quoi. Ok. Donc il y a vraiment cet échange de voilà, tu fais ça aujourd'hui, ok, moi je ferai ça demain. Pour les entraînements de centaure, il faut aussi, ou trek, il faut aussi faire des kilomètres. Et donc des fois, c'est aller faire du trotting et autres. Et voilà, Eileen est une cavalière qui monte très bien et je l'ai choisie en me disant, celle-là, elle est capable, quoi. Maintenant, elle prend aussi cours avec moi pour s'améliorer. C'est ça. Donc il y a ouais. une réflexion quand même de je veux m'améliorer. Et elle s'améliore avec Esmeralda, parce que je pars du principe que autant le cheval que le cavalier peut évoluer et s'améliorer. Voilà. Mais je mets pas 18 cavaliers sur mes chevaux, quoi. C'est ça, mais tu ressens pas que toi, ça te freine dans ta progression? Non, maintenant il y a des choses que j'interdis. Oui, c'est ça. Il y a des choses que Eileen ne peut pas faire parce que j'ai peur qu'elle foire certains trucs de mon travail. Un petit exemple que je vais donner, et mea culpa Eileen, mais elle assume totalement. Je travaille au clicker, comme tu le sais. Ouais. Donc j'aime beaucoup renforcer l'animal de manière positive dans ses apprentissages. Et Esmeralda a connu malheureusement un peu la faim, donc mademoiselle très gourmande. Et Eileen a voulu apprendre la jambette. C'est une stimulation intellectuelle, moi j'aime bien, ok. Sauf qu'elle l'a appris, mais avec une mécanique d'entraînement qui n'était pas correcte. Et ce qui a amené à ce que maintenant, Esmeralda, dès qu'elle frustre, ou dès qu'elle réclame de la bouffe, ou dès qu'elle a fait un exercice, mais que ça ne va pas assez vite pour elle, ou qu'en fait on l'a pas récompensée et qu'elle fait « Eh oh, tu m'as oublié », elle fait la jambette. Donc en fait, elle a utilisé l'outil qu'on lui a appris, contre nous en quelque sorte, enfin contre nous, c'est pas la guerre non plus, mais c'est un outil que maintenant elle a mis en place en se disant ça a une Elle exprime réponse. sa frustration avec la jambette. Ouais, et ça a une réponse sur l'humain, parce qu'en fait on réagit. Donc ça, voilà, parce que ça a été mal appris en fait. Et donc maintenant on doit le désapprendre. Donc maintenant ici ça va beaucoup mieux, parce qu'avant tu sanglais, elle faisait la jambette, tu la brossais, elle faisait la jambette. Tu montais à cheval, elle faisait la jambette, donc elle était sur 3 jambes. Donc heureusement, on a une notion de monter à cheval qui est de ne pas se hisser sur la selle, mais de jumper dessus, donc ça aide. Et que le montoir est très très Oui, souvent ça utilisé. aide. Mais effectivement, oui, je veux dire, les arénettes carrées sans lever la papate, voilà, Ouais, si elle est frustrée ou si elle est impatiente, elle Pas l'exprime. pratique en PTV. Voilà. Oui, en PTV, c'est pas toujours pratique quand tu dois faire le reculer et qu'elle te fait tac 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 et puis qu'elle tape sur la barre et tu fais non. C'est ça, moins 10 points. Donc voilà. Mais maintenant, comme je dis, la perfection n'existe pas et il y a plein de trucs comme ça où tu dis, c'est tant pis, c'est comme nous, hein, on fait des erreurs, Oui. voilà. Donc c'est pas très grave, mais
il y a des choses maintenant, voilà, si Eline veut apprendre une nouvelle chose au clicker ou autre, alors souvent, comme je dis, elle prend cours avec moi et on a revu les bases à ce niveau-là et maintenant la mécanique est bonne. Elle sait les étapes qu'elle doit faire pour apprendre une nouvelle chose à la jument, elle sait quand est-ce qu'elle doit récompenser la jument. Et ici, donc ça fait maintenant Eline 2 ans qu'elle l'a en pension. En 2 ans, j'ai vu vraiment une amélioration et des apprentissages qu'Eline fait. Ici, Eline travaille beaucoup en liberté, dans la piste. Elle arrive maintenant à faire longer Esmeralda aux 3 allures, autour d'elle, en liberté, à avoir un arrêt sur le cercle. Enfin, toutes des choses qu'elle-même a mis en place. Que tu vois, je n'ai pas eu besoin de coacher ou autre, que grâce à des tutos que j'avais envoyés, qu'on a discuté, elle a pu mettre en place et qui fonctionnent bien. Donc voilà. Donc ça a des points positifs d'avoir quelqu'un d'autre qui monte son cheval. Maintenant, la personne qui, justement. Oui, c'est ça. Il faut bien choisir la personne que tu mets sur ton cheval. Voilà. Surtout si c'est pas un cheval que tu as sauvé et que tu n'as pas d'objectif derrière et que, ma foi, en rando, il ne sait pas faire normalement trop de casse. Donc ça, voilà, maintenant je te dis, j'ai des pensions sur la plupart de tous mes chevaux parce que je pars du principe que moi, je veux pas que ce soit des poneys de manège, donc j'essaye de créer des liens avec un humain, qu'ils aient au moins, parce que je sais pas être l'humain de tous les chevaux malheureusement. 12 chevaux, c'est beaucoup. Hein. Ouais, et puis c'est comme être maman, tu sais, être maman de 12 gosses, tu sais pas être là pour tous les 12 gosses, donc c'est pareil que pour les chevaux, et je veux au moins un point de référence. Et j'ai cette chance, en ayant des petits échecs de temps en temps, d'avoir trouvé vraiment des personnes formidables pour tous mes chevaux, qui ont cette réflexion, qui ont cette idée de vraiment valoriser le bien-être de l'animal tout en prenant eux-mêmes plaisir, qui ont cette communication, parce qu'il faut communiquer entre moi, le cheval et le groupe en fait. Donc ça c'est chouette. Mais j'ai eu des échecs. J'ai eu une pension sur Baya où je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai influencé ça, pourquoi j'ai mis ça sur ma jument quoi. Oui, après on ne sait pas quand les gens viennent se présenter, c'est toujours super, voilà, c'est ça. tout beau, tout rose, et après derrière... Tu ne peux pas surveiller à H24 non plus ce que les gens font. Voilà. Mais globalement, moi ici, si je peux te faire une moyenne scientifique, sur mes 12 chevaux que j'ai, qui ont tous une pension, aucun cavalier ici actuellement n'a cassé mes chevaux ou a appris des choses qui font que merde, plus tard je ne sais pas faire de la compète. Parce qu'ici je te parlais que j'avais 2 chevaux de compète, mais les jeunes veulent tout doucement, comme je t'ai dit, de vouloir transmettre cette idée de trek. Ils sont en train de vouloir partir eux-mêmes en concours avec mes chevaux à moi, avec Boy, avec Baya. Et tes chevaux sont aptes à ça? Ce qui est bien avec la discipline du trek, c'est que c'est pour tous les chevaux. Alors bien sûr, il y en a qui vont avoir des points forts, des moins bons points en fonction d'eux, mais ce qui est bien, c'est que le trek, ça travaille autant l'orientation, l'endurance, le saut d'obstacle, le dressage. Donc c'est vraiment polyvalent au niveau de toutes les disciplines. Et donc tu n'es pas jugé que sur une discipline, genre par exemple que sur le sautant, tu es jugé sur plein de choses. Et donc ça te permet vraiment de voir tes points forts et tes points faibles et de les évoluer en fait. Donc si t'es pas doué en sautant, genre tu vois Boy, mon petit double poney, le sautant clairement avec toute sa vie qu'il a eu fourbure, etc., sauter c'est pas son dada, surtout sa taille et sa morphologie. Mais maintenant, ici, ça fait 1 an qu'on travaille ça, il arrive à te sauter un beau petit 30 cm, vraiment en montant le dos, en arrivant correctement sur l'obstacle, sans être sur les épaules, parce qu'en plus oui, sans être dans la souffrance et de lui-même en fait, tu vois, de lui-même, autant à pied qu'à cheval, parce qu'on a beaucoup travaillé à pied avant et puis à cheval, et on est arrivé maintenant à des chouettes résultats. Et si son objectif à Sarah, c'est d'essayer en concours, si l'obstacle est faisable et elle se sent capable de le sauter, d'essayer de sauter un obstacle en concours en trek quoi. Tu mets la condition que tu dois être sur les concours où ils partent, où ils peuvent partir librement. J'ai confiance, une totale confiance en eux. Mais le truc, c'est que le moyen de transport, c'est moi qui l'ai en fait. Ah oui, il n'y en a aucun d'eux qui pourrait louer. Ils ont tout loué, alors que moi j'ai le van et j'ai le transport. Et je t'avoue aussi que c'est mes bébés, enfin tu vois, je veux être là pour eux. Et en étant, ce sont mes chevaux, mais je suis aussi leur coach aux jeunes, tu vois. Donc comme je suis là, c'est comme toi, tu as besoin peut-être quelqu'un en concours pour te réveiller, te ressonner. Moi je me rappellerai toujours, c'était ma mère qui était coach quand j'avais l'âge des ados. Oui, clairement, si elle n'était pas là, le nombre de fois que je serais au début du départ en larmes en mode je vais pas y arriver et que t'as ma mère qui fait bon t'arrêtes un peu, tu laisses Taoul faire un peu le truc et ça va aller. C'est ça. Et ma maman a pris ce rôle-là pendant des années, pendant toute la carrière sportive de Tarzan, mais maintenant elle habite un peu loin. Ici, je peux me permettre d'être leur coach, je peux leur permettre d'être présent pour le cheval, leur faire comprendre les choses, comment aborder les obstacles. Enfin, ils sont jeunes aussi dans les concours et autres, donc je me dis autant les aider et autant être là. Oui, ils ont pas notre éducation à nous de concours qui a déjà un background. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je tourne en concours, tu vois. Donc, partir en concours, c'est une formalité, en fait, finalement. Mais les concours trek, c'est pas la même chose que le CSO ou que le dressage, tu vois, parce que souvent, t'es 3 minutes en piste.
Et donc, tu comptes une demi-journée ou peut-être une journée entière si tu fais plusieurs sessions. Oui, c'est Que ça. le trek, tu pars le vendredi, tu prends ta tente, Oui, c'est ça. tu prends ton paddock, Tu dors dans ton tu van. dors dans ton van et donc tu loges tout un week-end. Donc en fait, tu passes tout un week-end avec ton cheval. Oui, c'est ça. Tu l'entends brouter dans ta tente. Enfin, vraiment, tu apprends à vivre avec lui, tu apprends à connaître ses cycles de sommeil, tu apprends à vivre aussi, à interagir avec d'autres personnes parce que on est tous sous tente, on est tous une petite communauté en concours. Et donc, il y a aussi toute cette ambiance qui fait que c'est agréable pour moi d'y aller aussi, en fait. Tu vois, j'y vais pas en mode super, je vais la voir 3 minutes en piste, elle va peut-être tomber, machin, Oui, c'est sous ça. la drache. C'est à 5h du mat et en plus elle Voilà. se cartonne sur le 1, super. Voilà, donc ici, oui, nos heures de sommeil, c'est un peu comme toi, mais on doit se lever tôt, mais on peut décider d'arriver le vendredi soir et de repartir le dimanche à son aise, et ça fait un week-end souvenir, quoi. C'est ça. Ce Ouais. qui est bien en trek, par exemple, c'est que je peux amener mes enfants, tu vois. Donc, je Oui. peux avoir mon rôle de maman, mon rôle de coach, et maman pour les chevaux aussi, tout en passant un bon week-end. Je peux amener mes chiens aussi. Donc, vraiment, le trek a c'est une discipline où je me dis que c'est très familial, très convivial. Oui, c'est beaucoup plus Et familial que voilà. les 3 disciplines fort connues dans le monde Voilà. équestre, quoi. Voilà. Je veux dire, quand tu fais du complet, souvent, oui, tu es là plusieurs jours sur les phases quand c'est les inters. Oui, mais tu loges pas sous tente. Hein. Oui, tu es non. dans ton petit hôtel Oui, et c'est le ça. cheval est en boxe, hein, donc c'est pas la même chose. Tu, pas regrettes, mais tu regrettes parfois un peu de pas avoir été plus en jumping et en dressage. Ou tu te complètes tellement dans le trek que... En fait, non. En fait, franchement, quand j'ai découvert le trek, j'ai fait, mais en fait, c'est ma discipline. Et en fait, c'était pas que ma discipline, c'était aussi la discipline de Taoul, parce qu'il prenait plaisir. Et c'est ça aussi qui était chouette, c'est que je voyais vraiment mon cheval prendre plaisir dans les 3 phases. Et pourtant, on travaillait du dressage, on travaillait du sautant. Oui, mais c'est ça. Mais c'est juste que c'était une autre manière de le travailler, donc c'était une autre approche. La manière de coter, donc au niveau des obstacles, est un petit peu différente. Donc on cote le passage, comment il est passé, on cote comment le cavalier est, donc au niveau de son attitude, au niveau des demandes d'aide et autres, donc il faut assez fin. Donc par exemple, un reculé, c'est pas juste tirer à fond de balle dans la bouche du cheval Oui, et c'est mettre ça. des jambes, tu vois. Et il va céder et c'est bon. Voilà, c'est genre tu déposes juste tes épaules en arrière, tu peux utiliser la voix et c'est bon, quoi. Et alors moi j'aime, voilà, la cotation j'aime énormément et comme je t'ai dit, de passer un week-end entier avec son cheval, j'adore ça. Je veux dire, moi, c'est franchement, ils sont dans ton jardin, quoi. voilà, déjà, le donc, trek a répondu en fait à mes attentes, clairement. Que j'aurais pu dire à la limite l'endurance aussi, mais l'endurance de nouveau aussi, c'est voilà, il y a des pour, il y a des contre. Et au plus tu vas dans le haut niveau, au plus c'est un peu plus c'est un difficile. peu moins traitant, Voilà. bien traitant, quoi. Voilà, c'est toujours ça le problème. Donc voilà. Moi non, sans regret, aucun. Je suis étonnée de ta réponse pour le pré-box. Ouais. Je pensais que tu allais me dire non, complètement contre, on n'enferme pas un cheval. Ça dépend. Moi, tu as vu ici, j'ai des stabulations libres chez moi. Mais ici, pour le moment, j'ai une jument qui est en box avec petite ouverture devant. Mais enfin, tu vois, elle a 3 mètres sur 4 devant, tu vois. Et elle est enfermée pour le moment. Maintenant, enfermée ne veut pas dire H24. Enfin, tu vois. C'est ça, oui. On ne parle pas où le cheval est H24 dans le box, vois, tu viens c'est le ça. sortir 20 minutes pour Moi- lui faire moi, sa je- longe. Il y a des chevaux qui en ont besoin. Imagine, tu as un problème de santé pour ton cheval. Ici, c'est le cas. La jument a été diagnostiquée avec des ulcères. On a fait une gastroscopie la semaine passée. Et elle a des vers. Et en plus, avec des ulcères, comme elle a des ulcères, on doit essayer de faire en sorte qu'elle ne vive aucun stress. Et donc, tout ce qui est nourriture, en hiver, en plus, tu vois, ici, elle est en paddock chez moi, mais ils vivent ensemble. Et donc, il y a toujours cet effet il y en a un qui chasse l'autre et autres pour manger. Et Neige, au vu de son caractère, n'est pas celle qui va se dire non, c'est moi qui mange. Oui, Elle va c'est dire ça. ok, je mange pas. Et donc, je dois vérifier qu'elle mange bien, qu'elle a du foin à volonté non-stop. Et donc, on a mis tout ça en place, ce qui fait qu'on a dû faire ce choix. Oui, mais ça, c'est un choix temporaire. C'est un choix temporaire, un choix, on va dire, sur du long terme. Pour certains chevaux, je pense qu'il y en a où ils ont besoin, en fait. Tu l'as fait toi-même, ta réflexion par rapport à Moi, Lucifer, physiquement parlant, les hivers dehors, ils Voilà. supportent pas. Mais Je donc, pète mon cheval voilà, si je c'est le ça. laisse dehors, quoi. On l'a vécu, je veux dire, Lucifer à la maison ici, clairement, on a vu que il avait vraiment du mal en hiver, quoi. Malgré... On a une boiterie d'1 an. donc, Super. donc voilà. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a les aménagements, tu vois, je veux dire, si tu mets ton cheval en prairie, donc je l'ai vécu, hein, il y a 10 ans de ça, j'avais pas les infrastructures ici. On mettait nos chevaux en prairie, mais ils étaient en prairie avec un petit abri, genre qui paye pas de mine, et de la bouillasse.
Ben, clairement, oui, la prairie c'est génial, mais après tu te ramasses des boiteries, comme tu dis, Oui, c'est ça. des abcès, des gales de boue, voir le crapaud. Et donc, oui, mais il faut réfléchir à aménager ça. Parce qu'en Comment on le fait, fait, oui. comment on le fait? Ici, ben voilà, maintenant j'ai aménagé, j'ai mis des dalles, j'ai stabilisé. Mes boules de foin, maintenant, elles sont avec un filet machin, donc c'est plus du foin par terre. Donc ça veut dire qu'au niveau du foin aussi, ben, ils mangent du bon foin et pas du foin qui a été mélangé ou dans la pisse ou la crasse. Donc il y a tout ça qu'il faut mettre en place. Et chaque chevaux, j'ai remarqué au niveau de la génétique, ont aussi des sensibilités. J'ai eu un Irish ici dernièrement qui est venu. Il a été diagnostiqué crapaud avant d'arriver. Et en fait, le crapaud s'est proliféré à une pas possible que là, maintenant, il va carrément être expatrié en France, dans un endroit où on est sûr qu'il n'y a plus de risque au niveau environnemental, tu vois. Ah oui, ok. Ah oui, carrément. Oui, oui. Je veux dire, moi, je suis contre l'enfermement H24. Ben, j'ose espérer qu'il n'y a plus personne qui réfléchit comme ça pour ses chevaux. Tu serais étonnée. J'ai encore été dans une écurie dernièrement pour le coaching d'un cheval qui justement était agressif dès que tu ouvrais la porte de box. Bah... Ouais, ben après, s'il vit 23 heures sur 24 dans son box... Voilà. Oui, ben la logique ne vient pas toujours... Tu vois, l'ancienne équitation, elle est encore présente. Ouais, c'est ça. quoi. Non, mais ça, je sais qu'elle est encore présente. Mais moi, je trouve que c'est un énorme red flag quand les chevaux sortent pas ou même quand l'infrastructure propose pas de les sortir. Ouais. Enfin, quand moi, je vais 2 heures en prairie au bon temps, bah non. Ouais, Non. mais c'est pas la généralité, mais c'est encore là, c'est encore présent, quoi. Et puis parce que, tu vois, les infrastructures qu'on a connues quand on était jeunes, elles sont encore là maintenant, et c'est pas pour autant Oui. qu'ils ont su acheter des terrains autour pour avoir des prairies, tu vois. Oui, mais ils pensent pas à détruire des box pour faire des prés, tu vois. Bah non, parce qu'il faut les sous avant tout. Enfin, tu vois, il y a l'aspect business, hein. C'est ça le problème, c'est que le business garde toujours Bah ouais. le dessus, Bah finalement. oui, c'est ça l'humain, hein. Il va penser à lui avant de penser à la croûte des autres, hein. C'est pour ça que je t'ai dit quand tu m'as posé la question si je savais en vivre, non, clairement pas. Maintenant, la SBL permet de vivre une passion, de partager des valeurs, mais clairement, financièrement, non. Mais la SBL permet par contre de subvenir aux besoins des animaux. C'est ça. Bah, après, elle a été créée pour ça. Elle a été créée pour ça, donc c'est pour ça que moi, en soi, j'ai pas besoin de ma part du gâteau, quoi, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai mon métier sur le côté qui fait que, mais clairement, et c'est progressivement en évoluant que je peux me permettre d'améliorer les choses. Mais là, du jour au lendemain, je peux pas faire que, tu vois, comme nos jeux sur l'ordinateur à l'époque, Alexandra Lerderman, là où Oui, tu c'est avais ça. une écurie avec la prairie, machin, tout était déjà prêt, C'est tu avais ça. ton parcours de cross, tout était nickel. Non, et ça se construit progressivement. Et ça n'existe pas, tout Voilà. comme ça. Ça se construit progressivement et il faut pouvoir mettre des choses en place. Et ça, c'est l'humain en tant que tel. Ça, on va pas refaire un podcast là-dessus. Mais voilà, chacun ferait ses décisions. Mais au niveau des stabulations, au niveau des mises en place pour le cheval, on doit s'adapter à lui, clairement. Maintenant, de mon vécu, au plus ton cheval est à l'extérieur, au moins de problèmes de santé il a. En fonction, bien sûr, d'un aménagement au niveau, par exemple, stabilisé, etc. Ouais, c'est ça. Parce que tu as moins de risque de colique. Ça dépend de l'extérieur. Je veux dire, si c'est un extérieur avec foin à volonté, herbe... En répondant à ses besoins. Donc ça. si on part du principe de la pyramide Maslow, où on répond à ses besoins, ça, ouais. où il a une vie de troupeau, où il est accepté dans le troupeau, enfin, en mettant toutes les bonnes conditions, clairement, la vie en extérieur, il n'y a pas photo. Il est prévu pour ça. Il est prévu pour ça. Oui. Donc voilà, moi, je dirais au niveau des santé, je peux toucher du bois, mais les seuls moments où j'ai des problèmes, en fait, c'est en hiver, quand justement je dois un peu plus les cloisonner et les restreindre dans les parcelles de prairie, quoi. C'est ça. Je veux dire, en été, j'ai rarement des soucis de santé, à part juste gérer la chaleur, gérer l'eau pour les chevaux, et encore, ils s'autogèrent assez bien à ce niveau-là, quoi. T'as des prairies, et t'as aménagé tes prairies aussi pour que t'aies suffisamment de points d'eau, t'aies suffisamment Mais de nouveau, c'est de l'aménagement, tu vois, donc voilà. Mais enfermé en box, ça, t'es d'accord avec moi, H24, non. Non. Pré-box, Taoul l'a été, donc il y a 15 ans de ça, Taoul était en pré-box. C'était 14 heures dehors et le reste de la partie à l'intérieur. Et je me rends compte qu'en hiver, ça lui permet de se reposer, ça lui permet de se coucher, ça lui permet de dormir. Mais il y avait quand même toujours ce petit stress de ulcère, colique. Après, ça dépend aussi comment est enrichi le box. S'il y a du foin à volonté dans les box. Oui, il y a le côté restreint où il marche pas, mais s'il marche quand même entre 10 et 12 heures par jour dehors, après, s'il a du foin dans son box, maintenant, il faut qu'il ait suffisamment de foin pour tenir la nuit. C'est ça, quoi. Parce que l'écurie, par exemple, aussi au-dessus. Donc, en fait, ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont décidé de laisser les propriétaires gérer les prairies. Ok. Donc ça veut dire que les propriétaires ont fait un groupe entre eux. Et en fait, ça fait 2 ans maintenant que les chevaux sortent en prairie la journée
Et l'hiver, ils rentrent en box la nuit. Et s'il fait bon ou s'il neige, elle les laisse voilà, en prairie. Mais par contre, il n'y a pas de foin en prairie. Donc c'est vraiment que la prairie herbe et ils reçoivent le foin dans le box. Je pense qu'il y a encore des aménagements à voir à ce niveau-là, Ouais, mais parce c'est déjà pas que plus mal. Donc tu vois, au niveau de l'évolution, ça fait 2 ans que maintenant ils ont mis ça en place, qu'avant, tout l'hiver, les chevaux étaient en box. Et ouais, il n'y avait que l'été où ils étaient H24 en prairie. Donc c'était vraiment les deux extrêmes. c'est ça. Ouais, on tend quand même vers un mieux. Ouais. Mais maintenant, de nouveau, la Belgique est un petit pays, les terrains valent cher. Oui, c'est ça. Et C'est il que faut chez nous, penser à l'IMO tout est ça, quoi. super cher. C'est pas. Donc voilà, quand tu vois en France que tu peux acheter un village pour 300 000 euros, ouais, voilà, chacun sa popote. Mais clairement, au niveau du bien-être du cheval, il faut respecter ses besoins physiologiques et donc répondre à ce qu'il est réellement. Être enfermé, voilà. Même nous, hein, être enfermé, c'est pas bon Oui. pour nous, tu vois. Donc, Mais du coup, tu restes quand même pour le 100% prêt, même l'hiver. en étant des aménagements, comme je t'ai dit, Ouais. oui. Et ici, avec tout ce que j'ai mis en place comme aménagement, je vois une évolution. Maintenant, je suis toujours ma réflexion. Ici, par exemple, je vais rajouter encore une structure de dalle stabilisatrice. Et au niveau des zones de foin, je vais rajouter encore une zone de foin pour vraiment avoir cet équilibre au niveau du troupeau. Pour vraiment que tout le monde puisse manger sans qu'il y ait d'élan agressif. Même si ici, j'ai de nouveau fait un équilibrage. Par exemple, Soda, maintenant, il est ici. Ok. Il est plus là-bas. Et donc ça a créé un équilibre dans le troupeau. Donc au niveau des individus aussi, de qui tu mets avec qui. J'avoue ici que cet hiver, j'ai beaucoup plus enfermé les vieux, donc Deden et D-Line, et Neige qui sont là, donc ils sont vraiment dans les stabulations libres. Mais en gros, c'est un grand box, hein, on va pas se voiler la face. Mais par contre, je prenais le pli d'aller les sortir. Et dès qu'il faisait beau, hop, je les mettais dans une petite partie de prairie pour qu'ils puissent bouger. Parce que Deden me fait de la rétention d'eau, tu vois. Donc j'aménage, voilà. Je suis pas fermée à box pré. Mais je constate franchement que Prairie H24, pour la plupart des chevaux, et ici, bon, il y a déjà sur Epona, ça fait 10 ans bientôt Epona qui existe. Je crois que j'ai quand même déjà eu une 70aine de chevaux en contact ici. Mais t'as déjà eu du 100% génétique sport? Ici? Ouais. Oui, hein. Sport, genre, ouais, KWPN, Oui, BVP. tout à fait. Je t'ai eu toi en tant que cavalière d'obstacles, mais j'ai eu cavalière de dressage. Maintenant, au niveau du profil que moi je propose ici, il faut être honnête que une cavalière de sport d'inter, avec ses petites bottines chez moi à la maison, ça a du mal. C'est parce que toi, tu es un mix entre tout, mais... C'est parce que moi j'explore. Voilà, tu explores et tu n'es pas fermé à, et tu penses au bien-être de tes chevaux avant tout. Mais parce que j'ai fait des erreurs. Lucifer, c'est mon 4e cheval, donc Voilà. il y en a eu 3 qui ont été vraiment martyrisés avant, et donc qui ont connu le 100% box. Mais par exemple, Delphine, tu vois, qui a ses chevaux d'obstacles, la période 1 an avant que tu arrives, ses chevaux étaient avec les miens. Et c'était son poulain qui maintenant saute, sa petite jument qui saute aussi, qui maintenant... Donc oui, maintenant, voilà, les gens se disent prairie pour les jeunes, prairie pour les vieux, et ceux qui bossent, ils aiment bien faire des intermédiaires. Je trouve qu'en Belgique, ce qui manque, et apparemment en France, c'est globalement ça aussi, c'est... Il y a rarement, mais parce que les terres le permettent pas, c'est rarement compatible un 100% prêt avec du sport. C'est parce qu'il y a des risques en fait, les risques de glissade, les risques de bobo. Non, mais il y a surtout pas les infrastructures, tu vois. Ah oui, mais ça je te dis, je veux dire, acheter des terrains quand t'as une écurie, voilà. Maintenant, tu vas chez Arville, la Rade de Liedekerk. Ouais. Je trouve que elle est en inter, elle est même mondiale. Oui, elle est championne du monde. Voilà, elle est quand même très, très bien classée et, au niveau de ses chevaux. Ces chevaux, il y a vraiment une question de bien-être et de garder la mise en forme. Et donc, ils ne sont pas enfermés spécialement en boxe. Elle a des prairies qu'elle laisse ouvertes pour ses chevaux. Ses chevaux sortent au moins toute la journée et la nuit, ils rentrent en boxe. L'été, ils restent H24 dehors. Donc, elle arrive quand même à mettre des choses en place. Maintenant, elle a les moyens financiers aussi. Ouais, parce mais que prairie elle, justement, H24, elle a les infrastructures pour les bonnes pistes, voilà. etc. Mais prairie H24, on reste toujours dans cette idée que c'est soit pour les jeunes, soit pour les vieux. C'est vrai. Voilà. On aura plus vite tendance à mettre un 0,3 ans en prairie pour qu'ils grandissent. Alors qu'au final, tu pourrais continuer, quoi, tu vois, je veux dire... Ah oui. Moi, s'il n'était pas aussi fragile, je veux dire... Mais de nouveau, c'est des aménagements. Par exemple, tu vois, ici, Lucifer, le mettre ici à la maison, je suis sûre qu'il le vivrait bien, tu vois, en paddock, c'est qu'il avec... matraquerait les autres. Voilà, donc ça, c'est le côté plutôt troupeau, mais il y a toujours à aménager, tu vois. C'est un ultra dominant, et je pense que ce qui a calé aussi, c'est qu'à un moment, il n'est pas complètement teubé. Et quand il se retrouve face à Garmin, 1,80 m au garrot, 1,5 tonnes, il se dit bon, ok,
j'ai envie de le dominer, mais je fais pas le poids, quoi. Le gars, il me souffle dessus, je sors de Voilà. ma prairie. Mais c'est pour ça, ici, moi, je suis dans la réflexion. Mais ici, par exemple, j'ai Esmeralda qui est là, qui est quand même aussi un dragon, tu vois. Ouais. Eh ben, j'ai augmenté le nombre de zones de nourrissage. Donc, par exemple, il y a 1, 2, 3... J'ai 5 filets à foin que je rajoute en plus de la boule. Et ils sont 8 chevaux. C'est ça. Après, il y a aussi ce truc où, lui, on a trouvé du coup qu'il avait une faiblesse musculaire. Voilà, Qui ouais. fait que même juste le chemin debout pour aller entre les Ouais, zones c'est stabus, ça fait que je dois être arrêtée tout l'hiver. Alors oui, je respecte mon cheval, mais j'ai quand même aussi acheté mon cheval Oui, pour faire oui, du oui. sport. Mais donc- c'est ça que je dis, c'est qu'il faut mettre des aménagements. Et comme je C'est te ça. dis, moi, je me mets en réflexion par rapport à ça. Ici, prairie H24, trop cool. Moi, je vois l'équilibre pour mes chevaux et clairement, les chevaux rustiques ont plus de facilité. Et c'est pas pour rien que je mets Esmeralda ici chez moi, mais c'est parce que c'est aussi ma jument de concours. Et qu'en C'est la ça. mettant chez moi, je sais la nourrir plus facilement, je sais la sortir plus facilement. Elle est un peu plus propre, c'est plus facile à gérer. Mais voilà, donc on aménage des choses. Mais te dire que c'est impossible de mettre son cheval H24 toute l'année en prairie, pour moi, Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des... Il faut juste Il y a des s'adapter à l'individu. sensibilités des chevaux qui font que, et il y a les objectifs des cavaliers. Voilà, c'est ça que je te dis. C'est pour ça, tu me demandes si des chevaux d'inter ou de concours sont déjà venus chez moi. Bon, déjà, je suis un refuge, donc ça dépend de la vision qu'on a des refuges, mais voilà. Et j'ai Lara qui est juste à côté de chez moi, donc clairement, ça, ils vont plutôt sonner là-bas. Mais j'ai déjà eu des chevaux ici, et clairement, oui, mais maintenant, tu sais que tu vas mettre tes bottes en hiver, tu sais que ton cheval va être boueux, la couverture, tu peux en mettre une, mais tondre le cheval, ben non, clairement, c'est pas une bonne idée, parce que en extérieur, ça veut dire que tu dois plus couvrir qu'autre chose. Donc risque, moi j'ai déjà malheureusement une amie où son cheval est décédé à cause du fait qu'il s'est pendu avec la couverture. Donc, Ouais, c'est toutes ça. des choses où il faut réfléchir, quoi. Ouais. Et je sais pas si je veux pas stéréotyper, mais je sais même pas si des cavaliers de COC de dressage chez moi, ils trouveraient leur bonheur vu ma manière, ma vision des choses, tu vois. Qu'ils doivent peut-être nous prendre pour des touristes, tu vois. Je sais pas, moi je côtoie des gens qui sont hyper ouverts. Une copine qui vient d'acheter son cheval de dressage, il va partir, ils sont en train de faire les aménagements chez elle pour qu'il parte en prairie H24, été comme hiver. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle habite à 50 mètres de l'écurie, donc elle ferait des droits de piste, mais on est quand même sur un bon cheval allemand de dressage. Mais elle fait le choix de le mettre dehors parce que voilà, c'est un cheval qui a énormément de sang, qui bouge, et on se rend compte que même juste les nuits en boxe, il pète un câble, quoi. Ouais. Alors qu'il est dans une stabulation de 50 mètres carrés. Ouais, hein. mais il y a des chevaux qui ne supportent pas être enfermés. Hein. Et puis j'ai remarqué aussi, on parlait de la situation de la prairie, mais au niveau comportemental, moi, je sortir mes chevaux toute l'année. Dernièrement, Soda, j'ai eu un peu... il s'est fait une entorse. Et en fait, j'ai dû le mettre un peu à l'arrêt. Donc je l'ai mis à l'arrêt, ce qui fait qu'il s'est retrouvé ici à la maison. Et j'ai constaté que je pouvais, après 2 mois, sans l'avoir monté, remonter dessus, sans qu'il me pète en l'air. Oui, c'est ça, parce qu'il avait pu gérer... Parce qu'il avait pu bouger, enfin tu vois, il n'était pas enfermé. Donc il n'y a pas cet effet explosion qui est quand même assez sympa. Je veux dire, quand tu laisses ton cheval non-stop, tu peux te dire que je peux monter un peu plus sécure aussi, tu vois. C'est ça, ouais. Et moi, ma vie en jeu... Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça c'était pour rebondir. Moi, j'ai fait le test, que je voulais tester le trek. Donc suite au problème de Lucifer, on a détecté... plusieurs choses qui fait entre autres que malheureusement il sait pas gérer la boue, il sait pas, et que c'est un peu une chochotte, donc faut dire ce qui est, c'est un profil un peu chochotte qui voilà un peu, mon cheval est une princesse. On a tenté de le ferrer nous justement pour que je puisse essayer le trek, autant dire que le maréchal va s'en souvenir très longtemps. Voilà, même s'il était sédaté comme pour un Garmin. Dans ton cas, c'est faisable dans le bien-être animal de ferrer les chevaux dans certains cas? Alors, de nouveau, ça évolue. Bon, pour répondre à ta question, moi, je savais répondre oui pour les fers à cheval. Pourquoi ? Parce que l'humain qui monte dessus n'a pas la patience d'avoir un cheval qui est bien sur ses pieds et qui, justement, garde une sensibilité tout en pouvant faire des kilomètres. Donc moi, tous mes chevaux sont pieds nus, mais je sais très bien qu'à la sortie de l'hiver, qu'à chaque changement de saison, je dois mettre un protocole en place pour que mon cheval soit OK de marcher des kilomètres sur de la caillasse, de l'herbe, du macadam, tous les différents types de terrain. Et je sais aussi que je dois faire attention au nombre de kilomètres par rapport à l'usure. C'est aussi pour ça que je mets d'hyposandales. Maintenant, il existe aussi les CF, donc c'est des fers que tu scratches au pied de ton cheval. Ok. Donc c'est un peu le même système que les fers, sauf que c'est pratique, c'est que tu peux les enlever quand ton cheval va en prairie. Donc moins de risque de perte, etc.
Le fer à cheval est là depuis des années, tu vois. Et on a remarqué qu'effectivement, il pouvait y avoir des séquelles au niveau tendineux, au niveau des chocs, au niveau musculaire, au niveau ossature. Mais je me dis qu'au vu des terrains que l'homme a créés, macadam et autres, il y a des endroits où clairement, si tu ferres pas ton cheval, ben, ça va pas aller. Ou alors, il faut que tu aies une patience de dingue. Oui, c'est ça, Dire, pour qu'il tolère. Voilà. Je suis plus pour les pieds nus et pour limite mettre des safes, tu vois, les bandes, voilà, et les hipposandales. Parce que, ben, en fait, il faut savoir qu'on a découvert que c'est que le sabot du cheval bougeait au niveau de la cavité. Il y avait quand même une certaine flexibilité, qu'avec le fer, on a tendance à restreindre ce mouvement et donc à créer plus de chocs et de contraintes au niveau du pied. Donc moi, c'est vraiment parce que l'homme, la manière dont l'homme utilise le cheval fait que ben, des fois, il faudrait peut-être mieux que les chevaux soient ferrés, quoi, pour éviter une souffrance. C'est ça. Mais si on peut arriver à ne pas ferrer le cheval et pourtant faire en sorte que ton cheval soit bien, quoi. Moi, à la base, je suis complètement contre le ferrage. Je trouve que l'homme ferre beaucoup trop facilement. Ah, ça c'est Quand clair. j'entends oui, mais c'est pour qu'elle monte mieux ses genoux, Ça n'a rien à voir. j'en ai rien à faire que ton cheval il plie mieux sa petite jambe et que tu auras 9 sur 10 au lieu de 7 ton protocole de dressage. Pour moi, sauf si c'est pour raison orthopédique, Et encore. ferrer, ça n'a aucun avantage, ni financier, ni confortable, ni en termes de temps, ni en termes de... Ouais, mais c'est vraiment pour Rien l'humain. du Donc moi, ma tout. raison, c'est ok, ferrage, parce qu'en fait, Enfin, nos chevaux vont plus à la guerre, quoi. Non, non, mais l'humain qui monte, par contre, lui, ne va pas avoir cette patience, tu vois. Je veux dire, le nombre de chevaux que je vois qui sont pieds nus et qui le vivent bien, et je suis super content, mais je sais très bien les cavaliers, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour. Et de nouveau, si tu mets un cheval, on parlait des écuries, un cheval H24 en boxe, donc sur un sol mou, clairement, s'il est pieds nus, après, quand tu lui demandes d'aller faire du macadam, il va marcher sur des œufs. Oui, c'est ça. Tu Oui, vois. oui. Donc ça aussi, tu vois. Mais par exemple, clairement, moi, ça me fait rire, c'est les cavaliers de dressage et d'obstacles qui sont ferrés alors qu'ils ne font que monter en piste, dans du sable. Alors, Oui, ok, oui. le sable a une certaine usure sur le pied du cheval, mais ce n'est pas nécessaire d'être ferré. Le fer à cheval, c'est surtout pour le macadam. Ben, c'est ça, et puis c'est pour les aspérités, les clous, les machins, les Voilà. trucs. Maintenant, au niveau de la douleur, il y a des études qui ont dit qu'il n'y avait pas une douleur atroce, mais par contre, le choc du clou mis dans le sabot, etc., amène Ouais, clairement. ça, je sais pas. Et puis, Et c'est un vaisseau sanguin là-bas. Il y a plein de lignes dans le pied du cheval. C'est vraiment un organe, on va dire, c'est un des cœurs du cheval, on va dire. On dit toujours que le cheval a 5 cœurs. Orisha, ça a été ferré pendant des années. Il me cassait les pieds à perdre ses fers au pré, je l'ai déferré. Ouais. Déjà, rien que ça. Moi, perso, tous mes chevaux ici, c'est pieds nus parce que j'ai eu le malheur d'accepter 2 personnes qui avaient les fers, qu'elles ont perdu. Le stress, quoi, d'avoir un cheval qui se met Ouais, le et pied. puis même, t'en as un autre qui marche sur le fer, le clou Ah. est pas tombé, non. Donc j'ai déferré, il l'a très bien vécu. On m'avait dit, fais pas, il a 20 ans, il va mal le vivre. Il l'a très bien vécu. Mon cheval va très bien, il vient de fêter ses 27 ans, donc pas de problème avec ça. Et Lucifer, c'est vrai qu'on a essayé parce que moi je voulais essayer le trek et de nouveau, on en arrive à ce truc où l'humain est égoïste, veut tester un nouveau truc. J'ai des vétérinaires et des ostéopathes qui me disent, ben, le tout-terrain, allure, pieds nus, votre cheval, il y a 99% de chances qu'il rentre boiteux. On peut compenser avec un fer orthopédique. Mais je t'avoue, regarde ici, j'ai fait le Centaure le week-end dernier. Je t'ai dit, j'ai mis les hipposandales et tout. Le terrain était dégueulasse avec les inondations en France et tout. Donc c'était du côté de Grenoble. C'était une catastrophe. En fait, à un moment, j'ai enlevé les hippos. Je les ai attachés à ma selle et j'étais pieds nus. Mes chevaux n'ont jamais aussi bien marché dans le terrain qui était que pieds nus, en fait. Bah moi, honnêtement, j'ai vu aucun changement de pieds nus ferrés, hormis que mon cheval glissait énormément en balade. C'était une vraie patinoire. Alors c'est déjà pas le cheval le plus sécure. Donc si en plus il commence à faire des vidéos gags à lui tout seul, on va pas s'en sortir. Et en plus de ça, tout le monde a passé un très mauvais moment. Donc quand je lui ai collé, c'est 4 fers. Donc Non, mais voilà, maintenant, l'idée du fer velcro, donc le safe, why not? En se disant que c'est pour l'aider par rapport à certains terrains. Moi, ça fait un peu le même principe qu'une hipposandale, sauf que l'hipposandale est plus adaptée pour le mouvement de la cavité du sabot, parce que l'hipposandale a toujours un peu de jeu, que le safe, on est accroché plus au sabot, quoi. c'est ça.
Après, il y a les duplos aussi qu'on peut coller et tout. Voilà, mais les duplos, de nouveau, c'est la même méthode que les CIF, mais de nouveau, les duplos, en fait, moi, c'est la matière qui me dérange parce qu'elle est vraiment antidérapante. Donc, elle ne glisse pas du tout. Donc, ça veut dire qu'au niveau du mouvement du cheval, il y a encore plus de freinage au niveau du muscle, du tendon, que le fer, il glisse, donc c'est l'effet un peu inverse. Tu sais bien que je suis une pour pieds nus à fond. Maintenant, le fer à cheval, des fois, c'est plus pour l'humain, comme je te dis. C'est vraiment pour l'humain. C'est pour les starbés qui montent leurs chevaux et qui, malheureusement, n'ont pas la patience de se dire pieds nus, ça peut fonctionner, quoi. Mais ça, il y a une meuf que je suis sur les réseaux qui fait du complet, qui fait de l'amateur 4. Et on lui dit toujours, parce qu'elle est pieds nus, et on lui dit toujours pourquoi tu ferres pas, machin. Elle dit moi, tant que mon cheval glisse pas, il n'y a pas de raison que... En trek, il y a 15 ans de ça, on me demandait pourquoi mon cheval était pieds nus, quoi. Tu vois ? Apparemment, en 2026, on pose toujours la question de pourquoi en complet, le cheval est pieds nus. Le cheval vit en pré-box, il est en prairie 100% pendant l'été. 99% du temps, elle s'entraîne sur du sable, il n'y a pas de raison. Mais, je dirais même au Centaure, hein, la plupart, les Français, ils sont tous ferrés. Et moi, le veto me pose à chaque fois la question. Ils sont pieds nus. Ouais, mais j'ai les hippos au cas où. Donc, je peux alterner, tu vois, je peux me dire, je peux mettre des hippos si je vois vraiment que mon cheval est en souffrance ou s'il y a besoin d'une transition. Pareil pour les fourbures. On dit souvent, fourbure, on va ferrer, on va faire un fer orthopédique pour aider. Moi, il y a plusieurs chevaux où une fourbure, j'ai pu aider le cheval en mettant des hippos. C'est ça. Après, ça dépend toujours si la phalange a bougé ou pas. Voilà, mais l'hippo peut soulager la douleur au niveau de la sole, de la fourchette et permettre au cheval quand même de bouger. Parce qu'une fourbure, ça veut dire quand même aussi qu'ils doivent bouger pour évacuer des choses et le mouvement aide énormément, quoi. Donc, je t'avais dit pour faire, parce que c'est les cavaliers. Maintenant, si on parle pour le cheval, non. Oui, ici on est vraiment dans l'optique bien-être animal et est-ce qu'on peut au final faire du sport tout en respectant son animal ? Oui, je le fais, j'y arrive bien et je pense, en ayant un œil extérieur par rapport à tous ceux que j'appelle au niveau professionnel pour venir aux soins de mes animaux, je pense clairement que mes chevaux sont bien, quoi. J'ai pas l'impression de voir des souffrances dans mes chevaux. Puis au niveau tout aspect financier, vétérinaire et tout, je pense que je les comble bien, donc ça devrait aller. Oui, c'est ça. Moi, c'était plutôt l'optique... Parce que c'est vrai que du coup, le trek, il vise beaucoup plus le bien-être animal que tout ce qui est jumping, où on ferme les yeux sur énormément de choses. Même si ça commence à changer, même si petit à petit. Sur les petits niveaux, ça change aussi, puisqu'ils n'ont plus le choix que de suivre la FEI. Il y a quand même encore des choses où tu te dis, bon, Dubaï du Cèdre, on lui a quand même changé ses papiers quand elle est arrivée en Arabie, hein, donc on ne sait pas trop ce que ce cheval va devenir. Alors que c'est un cheval multi-médaillé mondialement, au JO, etc. Donc, maintenant, ça c'est la politique aussi. Il y a la politique qui joue dedans, il y a des sous qui sont en jeu. Donc là, le bien-être animal, il passe en je sais pas combien de plans, mais très loin. C'est ça, je crois qu'en Belgique, je savais pas que Lara respectait autant ses chevaux, honnêtement, parce que quand je vois qu'elle emmène un 5 ans sur le 5 étoiles de Pau, moi, là, on rentre dans la maltraitance. Oui, c'est trop tôt, clairement. Maintenant, le 5 étoiles de Pau, c'est quand même le complet le plus difficile du monde, avec Arville, entre autres. Donc, elle monte dans un des complets les plus difficiles du monde, c'est sa maison, et elle emmène son 5 ans dans l'autre. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, comme on n'est pas toujours... c'est pas tout noir ou tout blanc, mais je vois les aménagements qu'elle met en place chez elle parce qu'elle a la possibilité. Et clairement, on voit que les chevaux sont sortis, les chevaux... Maintenant, clairement, on parlait tantôt des éperons, tous les cavaliers sont avec des éperons. Quand je les vois passer devant chez moi, j'appelle ça les claquettes parce qu'ils sont tous ferrés. Oui, ils ont des éperons et on est avec un mort, double mouserolle. Donc voilà, moi, tout ça, c'est non. Mais par contre, le milieu dans lequel ces chevaux vivent, est quand même plus proche. Moi, j'aménage beaucoup. Là, je viens de changer le mort de Lucie. Je sens quand même que ma vie est en danger parfois avec ce truc, pour être honnête. Mais mon cheval est beaucoup plus posé dessus. Ça règle quand même pas mal les problèmes de contact qu'il avait et de défense. Donc en vrai, why not ? Le sang-mort, j'ai essayé. C'est dangereux. Maintenant, littéralement dangereux. Le sang mort, il y a un travail à faire derrière. Je veux dire, tu peux pas dire du jour au lendemain, voilà, j'enlève le mort et... non, mais même tu pas... Tu vois, genre, on était en balade, on était safe. Je me suis dit, bon, ok, je peux essayer. Balade en groupe, il est toujours hyper safe. Parce que moi, le sang mort, quand je travaillais en sang mort,
j'appelle ça quand même, il y a un apprentissage, un débourrage à faire, un peu comme quand tu veux débourrer ton cheval à la selle et tout, c'est d'apprendre tout ce qui est flexion, d'apprendre tout ce qui est les boutons et les commandes, avant de pouvoir te dire, ok, je vais m'engager dans différentes choses et dans différentes... Mais après, oui, c'est ça, on travaille à pied sans mort, mais longe, c'est 100% du temps en licol. Oui, mais quand tu montes dessus, je veux dire, moi, quand j'ai travaillé, par exemple, Soda est un des chevaux que je monte en licol corde, ben, quand j'ai travaillé au licol corde, au début, j'avais débourré en mort, parce que de nouveau, tout le monde m'avait dit Soda est un cheval qui utilise énormément la force pour se faire comprendre quand il n'est pas d'accord ou quand il a un stress. Et tout le monde était en mode tu dois lui mettre un mort, tu dois lui mettre un mort. Donc j'ai mis un mort parce qu'on m'a fait peur. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je rentrais en conflit avec mon cheval dans son débourrage, sachant que je l'ai débourré, il avait 6 ans, j'ai vraiment attendu. Il était étalon jusqu'à 5 ans et demi, et quand j'ai commencé à vraiment, j'ai mis 1 an et demi à le débourrer, et puis à un moment, en fait, j'ai enlevé le mort et j'ai dit, ok, je vais travailler en licol corde, et j'ai recommencé les bases au niveau de la licol corde. Mais j'ai vraiment appris la flexion, le frein, l'arrêt d'urgence. J'ai appris aussi à parler, vraiment mettre des codes langagiers, verbaux, pour qu'ils comprennent. Et maintenant, je peux dire fièrement que la dernière fois, on est parti en balade et Isa, la petite mérène de Titi, en un coup s'est fait un trip de... Titi était à pied. Elle est partie en coup de cul rodéo, je pense qu'elle était contente parce qu'en plus c'était au niveau du 3 janvier, là, il faisait bien froid. Toute contente et tout, ça faisait quelques mois qu'elle avait plus spécialement été montée, donc on l'avait sortie mais calmement justement. Elle est partie, elle a explosé son nakamor, elle est partie à fond de balle dans les champs, elle est passée devant Soda. J'ai senti le cul de Soda monter. Et simplement, j'ai fait « Oh !» J'ai posé mes rênes. Il était avec moi. Alors que, tu le sais bien, c'est sa jument de troupeau, il est à fond sur elle. T'as un cheval qui part à fond de balle à côté dans les champs. Mais je me dis, j'aurais pu me faire embarquer. Et pourtant, j'étais en licol corde. Et je n'ai pas spécialement... Et on était dans une situation stressante, une situation d'énergie, où il faisait froid, où Soda, comme je t'ai dit, j'ai pas beaucoup monté parce qu'il y avait une entorse, donc on était sur une balade tranquille au pas. J'ai senti que j'avais un contrôle et que j'étais en sécurité. C'est ça. Alors que Soda, c'est un des chevaux qui m'a remis en question sur mon équitation et sur ma manière d'être, mais à fond. Enfin, je veux dire, il m'en a fait voir de toutes les couleurs, il m'a fait des frayeurs. Lui, il m'a vraiment donné ce petit stress de quand tu montes à cheval et tu as une boule au ventre, lui, il me l'a donné, quoi. Que maintenant, quand je monte à cheval, à chaque fois, je me fais un petit rituel en mode « ça va aller, rappelle-toi, on a vécu ça, tout va bien ». Et au final, je prends plaisir à chaque fois que je le monte. Il a été tout à fait sécure. Mais il faut mettre les boutons en place. Et ça prend du temps de mettre les boutons en place. On part au galop à fond de balle. On est parti au Val-Joli l'été dernier. Les filles sont parties au galop à fond de balle dans le chemin parce que le chemin était magnifique. Et c'est vrai que voilà. Et moi, j'avais ma filleule avec moi. Elle a 8 ans, sur son petit poney. Elle voulait bien galoper à fond de balle, mais moi, en tant que marraine, j'étais en mode responsabilité adulte. Je vais pas faire un galop à fond de balle avec... non, le but d'une marraine, justement, c'est de pas être responsable. Elle a des parents. Non, moi, je suis marraine responsable. Et puis, de toute façon, le poney, il allait pas savoir galoper aussi vite que nous, vu sa taille. Oui. Donc, moi, j'ai fait, ok, je fais un petit galop, qui en fait, lui a valu un galop rapide, mais j'ai su avoir un petit galop avec les autres qui sont partis à fond de balle. Et j'étais en licol corde, tu vois. Donc, maintenant, je parle d'un cheval en général, mais je pourrais te faire la globalité sur les 12 chevaux que j'ai ici, qui est quand même une bonne moyenne. Bon, peut-être pas sur tous les chevaux du monde la Terre, mais en mettant le temps, l'investissement, en ayant des frustrations, en ayant des erreurs, des échecs, en se remettant en question, en vivant des mauvais moments, mais aussi des très bons moments, on peut arriver à un résultat comme galoper sur la plage en cordelette, quoi. C'est ça. Et du coup, pour rebondir ce que tu viens de dire, pour toi, c'est ok de monter quand il gèle? Oui, hein. Moi, je monte non-stop. En fait, je pars du principe qu'il faut pouvoir... C'est comme sortir son chien. Enfin, peut-être la comparaison va peut-être te choquer, mais tu sors ton chien toute l'année. Oui. Enfin, t'as pas de chien, mais dans la logique, on sort son chien toute l'année. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Oui. Alors, je suis d'accord dans la logique que tu sors ton cheval même quand il gèle. C'est pas la question. Mais c'est plutôt de monter dessus. Ah oui. Vois, parce que pour moi, musculairement parlant... Mais je les chauffe, hein, on marche et tout. Enfin, tu sais très bien que moi, je pars toujours du principe que je monte jamais... Dès que la selle est mise, je monte pas dessus. Je marche toujours à côté du cheval. Et on est en mode balade. Et alors, des fois, si je veux monter en piste, la piste, tu sais bien, chez Delphine, elle est à 15 minutes de chez moi. Donc, il y a 15 minutes d'échauffement avant. C'est ça. Mais je sais pas, moi dans ma tête, je reste en mode, ok, il gèle. Après, j'ai peut-être cette vision aussi, parce que du coup, il est en pré-box et que du coup, il y a quand même de l'immobilité. Et c'est vrai que quand il gèle, il sort beaucoup moins aussi. Ouais. J'ai quand même ce truc de... Ses muscles sont figés, alors on va marcher des kilomètres en main hein, quand il gèle. Ouais. C'est pas que mon cheval reste sur la ferme, mais j'ai un peu ce mal de me dire je vais m'asseoir dessus alors que lui il va déjà lui falloir tout bien l'heure de balade à pied pour s'échauffer. Bon, je t'avoue que là par contre je n'ai pas de ressenti. Maintenant je vois une différence entre mes deux juments qui ont une couverture.
parce qu'en fait, je veux pas qu'elles fassent un trop gros poil, parce que justement, elles font beaucoup d'entraînement et pour la transpiration et tout. Je les tombe pas et donc j'essaye de pirater un peu le cerveau du cheval, on va dire. Et Soda qui lui a son poil tout doudoune. Clairement, je vois la sensibilité au niveau de l'épiderme quand je mets la selle et tout, je vois que c'est un peu plus dur. Et donc c'est pour ça aussi que je sanglante plusieurs fois, que je fais attention. Quand je le brosse, je mets vraiment du temps à bien brosser. Quand je le brosse, je ne brosse pas simplement pour enlever la terre, je brosse en massant. Et donc je vais vraiment travailler sur les sphères musculaires au niveau du dos et tout. Ça c'est Mac, par exemple, ma masso, la massothérapeute qui vient, que tu connais. Elle nous suit toujours. Elle te suit toujours? Ah ouais. bah cool. Qui elle m'avait justement expliqué comment faire pour bien échauffer. Et comme je t'ai dit, je marche beaucoup. Et après, c'est un peu comme toi quand tu vas sortir courir en hiver, quoi. Enfin, tu cours en hiver. Moi, quand j'ai la possibilité de courir, j'aime bien courir. C'est pas parce qu'il fait froid qu'on ne va plus arrêter de bouger. Et au contraire, le mouvement va aider. Mais écoute, l'échauffement des muscles se fait plus longtemps, effectivement. Il faut en être conscient. C'est pareil pour la récupération. En été, d'habitude, j'arrête mes allures à 1 km de la maison et puis j'essaye de marcher quand même pour la récupération quand je fais un entraînement genre trotting. Que ici, je sais que je vais faire moins d'allures, on va plus marcher. Mais par contre, je vais peut-être m'amuser plus à faire des plans ascendants et des plans descendants si le terrain est potable. Oui, c'est ça. Pour les aider, quoi. Ou alors, je vais travailler sur un sol plat. Je vais vraiment travailler les allures, mais je vais faire attention au temps de récupération. Et alors après, il y a le stretching qui est mis en place, bien sûr, à chaque fin de séance. Ok, ouais, donc il y a quand même beaucoup de choses mises en place. Ouais, je mets pas ma selle dedans et let's go, on y va. Enfin, tu vois, j'essaye quand même. J'ai dans mes pensions, c'est qu'il y en a plein qui vont prendre les chevaux, qui vont juste aller marcher avec les chevaux. Moi, c'est ce que je fais quand ils gèlent. Voilà. Je vais marcher des kilomètres, mais moi, comme si je promenais mon mais chien. Mais ça, on quoi. fait ça toute l'année. Tu vois, on fait ça autant en été qu'en hiver. On va autant à pied qu'à cheval balader ses chevaux. Maintenant, il faut aussi savoir, c'est qu'à cheval, tu vas plus loin. Et pour la stimulation intellectuelle de ton cheval, c'est bien aussi de changer de chemin. Et donc, si tu fais tout le temps le tour du bloc, il y a un moment, il est blasé. Ils sont contents de sortir, mais ils sont blasés. Et donc, le fait d'être à cheval permet aussi d'aller un petit peu plus loin. Sauf si tu es une grande sportive et tu arrives à courir et faire un run and ride avec ton cheval. Mais il court quand même un peu plus vite voilà. que moi. Mais voilà. Même le poney, moi je marche, je sors par tout temps parce qu'ils ont besoin de bouger. Et que tu dis qu'en boxe, ils bougent moins. Mais chez moi aussi, en hiver, quand ils sont sur la dalle, ils gèlent. Ils vont pas spécialement aller. D'ailleurs, j'ai tendance à fermer les prairies au niveau de la boue et plutôt ouvrir juste la prairie pour éviter qu'ils aillent dans la bouillasse quand ils gèlent, quoi. C'est ça, ouais. Mais qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, je sors. Parce que de toute façon, eux, ils sont déjà dehors. Oui, mais c'était plus vraiment au niveau physionomie et musculaire du cheval. Mais là, on fait attention. L'échauffement est hyper important et je monte pas directement sur le cheval. Je sens plusieurs fois, je marche mon cheval avant, je monte autant à droite qu'à gauche, ça tu sais bien. Et j'essaye d'utiliser un montoir le plus possible. Et alors la détente, ça j'aime bien, les rênes sont très longues, donc il y a une détente de l'encolure qu'il va faire naturellement. Donc on va avoir une encolure qui se pose, et donc au niveau de son dos, il va être bien, quoi. Je prends pas directement les rênes ou quoi. Tu sais bien, je suis souvent reine longue. Ouais, mais ça c'est... Je vois pas l'avantage de venir tout de suite les plier. Il y a de tout. Il y a à manger, à boire dans l'équitation. Moi, je suis très à contre-courant de là où je suis. Fatalement non. Même s'il y a déjà beaucoup de choses qui respectent dans le bien-être du cheval, le fait qu'il sorte, qu'il y ait des troupeaux. Mais tu te mets en réflexion et tu te rends compte mais que il y a des choses où, moi, une 5 ans qui va faire des stages de cross chez une cavalière de complet, je vois pas l'intérêt maintenant de la mettre sur des 1 mètre et des obstacles de cross. Surtout quand tu sais qu'elle n'a pas fini de se construire au niveau de son corps, quoi. Je peux l'entendre pour des chevaux de commerce, parce qu'il ne faut pas oublier que cette écurie, elle fait aussi du commerce, donc je peux l'entendre qu'un cheval, ça se vend mieux à 5 ans qu'à 10 ans, qu'ils n'ont pas envie de mettre 5 ans de travail, parce que eux, ça leur coûte énormément d'argent. Mais ça, c'est clair. Je peux le comprendre, même si je ne le conçois pas, qu'on grille un peu des étapes pour le commerce, mais là où c'est ni entendable ni concevable, c'est quand c'est un cheval qui n'est pas destiné au commerce. Ok, tu veux kiffer, mais tu peux attendre qu'il ait 7 ans pour kiffer, quoi. Quand je vois des 5 ans qui sont mis sur leur premier cross, en fait à 4 ans, alors oui, c'est 60 cm, des machins, des trucs, laisse-le grandir, quoi, si c'est pas destiné au sport, enfin à la vente, même si c'est destiné au sport. Et quand j'entends il a 8 ans, il faut qu'il bosse, ton cheval, il sait pas qu'il a 8 ans, en fait. Donc... Mais de toute façon, voilà, comme je t'ai dit, moi, je suis... tout ce qui est concours, etc., je me rends compte qu'au plus tard, tu vas attendre pour mettre ton cheval sur de la haute discipline, au plus longtemps, tu vas le garder. Et quand je vois au niveau des performances, tu as certains chevaux, je te dirai les noms, mais là, j'en oublie, au niveau des cavaliers belges, au niveau des chevaux, ils ont quand même des belles performances et ils sont pas tout jeunes non plus, tu vois. Ah oui, non, mais c'est ça, il y en a qui donc en fait, au final, 10, 11 ans, on est vraiment sur de l'apport financier
et de dire au plus vite c'est débourré, au plus vite c'est emballé, au plus vite c'est payé, au moins cher je vais devoir payer sur le long terme. Parce que c'est vrai, Oui, faire pouliner un cheval, le sevrage, le garder, enfin c'est un investissement clairement. Et après quand tu dis je dois payer autant pour acheter un cheval, c'est normal, c'est tout ce qui a été derrière. oui, c'est ça. Voilà. Ça je trouve ça normal. Maintenant effectivement, si on veut répondre au bien-être animal comme tu dis, clairement 4 ans, non. Moi, 4 j'ai ans, commencé à débourrer à 4 ans. donc et puis débourrage, ça peut prendre du temps, parce que t'en as qui veulent en 3 mois, t'en as qui veulent en... Oui, c'est ça. Donc débourrer, qu'est-ce que ça veut dire au final? Voilà, c'est accepter le cavalier sur la selle ou c'est pouvoir avoir un cheval qui est correct aux 3 allures, en équilibre. Pour moi, le débourrage, il commence dès le jour 1 où on met le licol, où Voilà, c'est ça, on donc, prend les pieds, tout ça, c'est le débourrage. Et puis, oui, si je mets la selle et que mon cheval a que 5 ans, j'ai rien perdu. Maintenant, c'est clair que moi, je vois la différence. Mon cheval a fait ses premiers concours à 8 ans. C'est clair qu'en termes de focus et de mental, j'ai un cheval beaucoup moins disponible en concours parce que c'est pas sa normalité. Et c'est vrai que parfois, je suis un peu partagée entre... c'est chiant, il a 9 ans cette année et on n'a rien fait. Et j'ai acheté ce cheval pour faire du sport. Et en fait, je suis 100% en adéquation avec sa croissance, avec ses problèmes de santé. Mais il y a la maturité etc. aussi, parce que tu parles de 9 ans, mais 9 ans, on dit souvent en crise d'ado, t'es quand même encore sur un cheval qui n'est pas encore au stade adulte au niveau de sa maturité. Si moi j'ai vu Esmé, je l'ai eu à 8 ans. Et maintenant, je vois que la réflexion du cheval est différente. C'est ça. En prendre en maturité, prendre en réflexion, en connaissance du terrain, entre analyser ce qu'il a déjà vécu et les nouveautés, et les passages, un passage de guet. Genre Esmeralda avait super mal à passer le guet. Maintenant, je la vois dans la manière dont on a travaillé autre, et dans sa réflexion et dans sa maturité cérébrale, que la manière dont elle observe un truc qui lui fait peur est différente à 8 ans. À 8 ans, elle faisait un demi-tour et elle partait. C'est ça, mais ça, je le vois regarde, aussi elle se pose, tu vois. avec Lucifer en mode... Ok, on fuit plus comme un débile, mais on va faire un peu le dragon. Mais si l'humain, au bout de 3 secondes, me dit ok, c'est safe. Voilà, c'est ça. Ok, Et donc, tu verras que ça va évoluer. Enfin, comme tu dis, tu as déjà eu d'autres chevaux, tu vois que les stats, il y a des stades d'évolution. Mais je les ai eu beaucoup plus tard. Donc, ouais. Tu vois, Lucifer, c'est vraiment mon premier jeune. Ouais. Quand j'ai commencé à monter Tarzan, il avait 7 ans. Ouais. Ici, j'ai l'Arco 4 ans où je vois vraiment qu'il est vraiment en imitation par rapport à tout le troupeau et les apprentissages de le sortir seul, etc. Je vois vraiment la manière de réfléchir n'est pas la même que, imaginons, Esmeralda ou Epona. Bon, maintenant, c'est 2 individus différents, mais la manière dont ils sont est vraiment... On est sur du cerveau reptilien à fond qui réfléchit, qui agit avant de réfléchir, pardon. Que par contre, on a Esmeralda, Epona, les autres qui ont passé le cap des 10 ans, qui sont plus dans la notion de je réfléchis et puis j'agis. C'est ça, oui. Et si l'humain me dit quelque chose, je vais soit être en confrontation parce que je ne suis pas encore assez rassurée, soit je vais être en adhésion et alors j'avance et j'accepte la demande d'avancer par rapport à la situation ou de... Voilà. C'est vrai, je remarque, j'ai quand même beaucoup moins de confrontation qu'avant. Alors j'en ai, je pense que j'en aurai toujours parce que c'est un ultra dominant. Et donc, il y a un moment, quand je le dépasse, il me le fait clairement comprendre. Ouais, il faut que tu vois un peu sur quel cerveau et sur quel il y a des moments, en fait, il y a des moments où il a juste la flemme, si je dois faire de l'anthropomorphisme, mais c'est j'étais dehors et tu m'embêtes à venir me chercher alors que je mangeais mon herbe tranquillement et j'ai pas envie d'aller faire ce que tu me proposes. Et là, il va être dans le conflit perpétuel. Et là, moi, je me retrouve souvent coincée parce que je suis là en mode j'ai envie qu'on bosse parce que je veux qu'on fasse du sport et il est 19h donc je peux pas partir en balade en plein hiver, c'est un peu dangereux. Je fais pas des centaures, moi je fais pas ça, ça me fait peur. Et j'ai envie de respecter mon cheval et donc je trouve un compromis, on trouve un compromis de ok, on fait une mini-séance. Il faut qu'on avance maintenant, mec, parce que moi j'ai envie de faire du sport et j'ai envie d'être égoïste et de faire du sport. Mais j'entends que t'as un coup de flemme, on peut. Et du coup, voilà, on est dans cette négociation pendant 20 minutes où je vais plutôt faire des stretching, où je vais plutôt faire du pas, plutôt du codage vocal, etc. Mais c'est 20 minutes où il y en a souvent un des deux qui prend pas de plaisir. Tu vois ? Et la séance d'après, il va être en mode vas-y, propose-moi d'autres trucs. Ouais. Et moi, je suis là en mode... Ça, c'est les moods, quoi, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux... Et lui, il est là, je le sens dans l'attente. Il y a des séances où il attend vraiment chaque seconde, chaque minute. Ça, alors qu'avant, c'était 100% de confrontation. Mais ça, tu n'as pas culpabilisé, hein. On rencontre tout ça. Je veux dire, moi aussi, il y a des fois où... souvent, quand, par exemple, Esmé est en chaleur, jument. On dit souvent qu'une jument, c'est un peu... pas très, très régulière. Et effectivement, quand elle est en chaleur, elle a plus de mal à partir du troupeau. Parce que justement, elle a qu'une envie, c'est d'être restée avec son mec, qui en plus Charlie hennit en mode reviens. Oui, c'est ça. Et donc, mais par contre, il y a des fois où elle est en mode vas-y, on part en combat, quoi. Donc clairement, oui,
c'est pas toujours facile, mais c'est comme pour nous. Il y a des fois, on a des envies de travailler, des fois, on n'a pas envie de se lever le matin. C'est comme pour les enfants. Des fois, les préparer, ça va tout seul. Et puis, des fois, c'est la croix et la bannière pour les préparer pour aller à l'école. Donc, la stabilité au niveau de l'envie, elle évolue en fonction de l'âge, en fonction de la météo, en fonction de l'individu en tant que tel, quoi. Donc, ça, c'est normal. Maintenant, tu l'écoutes. Et ça, c'est top. Ben, j'essaye de ne pas Et tu reproduire sais. les erreurs que Mais- j'ai fait avec mes Voilà. précédents. Mais par exemple, dans ce genre de situation, moi, quand je sais que j'ai du mal à démarrer le travail avec le cheval parce que il n'est pas open du tout, je vais rester sur de la facilité pour le valoriser et pour qu'il prenne tout doucement plaisir pour après commencer à pouvoir lui demander quelque chose d'autre qui est un petit peu plus complexe. Mais j'essaie de ne pas me battre. Parce que je sais très bien qu'à un moment, je vais voler à terre ou que Dans moi, je ces vais pas prendre cas-là, moi, je plaisir. reste sur du basique, vraiment, reine semi-longue, je te demande rien, tu vas juste bouger un peu ton dos, un peu tes hanches, Voilà. et voilà. C'est pas, je veux pas rentrer dans le conflit, mais j'ai besoin que tu bouges aussi pour ta musculature, et je sais que ces séances-là sont... En fait, je fais pas que des séances dans le sport, parce qu'à un moment, je le gonfle, et moi aussi, ça me gonfle de toute façon, de 100% dans le sport, je suis là en mode, on se fait chier un peu. Et j'ai souvent des séances, quand j'ai la possibilité, je pars en balade, dès que je peux, et qu'il fait jour, et qu'il fait beau, et que, je dirais, je pars en balade, ça c'est 100% du temps, soit à pied, soit sur lui, ça dépend. Et alors le reste du temps, il y a au moins une longe, qui est plus souvent chaotique qu'autre chose, mais parce que c'est notre moment de jeu, en fait, plus que du travail. Et ouais, au final, après, il reste 2 séances, quoi. 2 vraies séances en piste. Bah, c'est déjà bien. Ouais, c'est entre 4 et 5 fois par semaine. Progressivement, tu auras de plus en plus de séances agréables et tu verras peut-être qu'en été, tu auras plus facile aussi, quoi. Ouais, là c'est clair que l'hiver est long pour tout le monde. Yes, cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Encore plein de projets à venir, hein, on va dire ça. Parce que ici, on parlait justement des âges des chevaux. J'ai dans l'idée de peut-être de petits poulains. T'en as pas assez? 12, c'est pas assez? Oui, écoute, on va parler un sujet un peu délicat, mais j'ai eu le décès de Taoul l'année dernière, qui est le cheval de ma vie, qui m'a permis justement de passer au sang mort, à tout ce qu'on vient d'aborder comme sujet. On a tout enlevé, hein, on l'a dénudé, Ouais. et qui m'a appris à avoir une autre vision de l'équitation. Et comme il est décédé, je me suis rendu compte que je n'ai plus de lui. En fait, j'ai plus, il n'y a plus rien, à part juste sa crinière, c'est tout ce que j'ai. Ouais, ok. C'est un manque parce que je me dis, j'aurais peut-être bien aimé quand même avoir un bébé Taoul, ou alors ne fût-ce que les cousins Taoul, cousines de Taoul, mais au niveau de sa génétique, je sais où sont ses frères et sœurs. Voilà, il n'y a plus de suite. Et donc ici, comme Esmeralda, c'est ma nouvelle petite louloute de compète et avec qui j'ai créé un chouette lien qui n'était pas du tout prévu, parce qu'elle n'était pas censée être pour moi à la base, la jument, et qu'elle est arrivée ici, je me dis, j'aimerais quand même bien avoir une mini Esmé. Enfin voilà. Mais je suis pas pour l'élevage, mais ouais, là, on parlait d'égocentrisme. Là, j'ai envie d'être un peu égoïste et de voir si elle a aussi envie, parce que clairement, les talons, elle le connaît bien, elle le fréquente souvent et elle n'est pas du tout fermée à l'idée d'eux. Et donc, je me dis, on essaye, why not? Si ça se passe bien, voilà. Et donc, ici, j'aimerais bien avoir une aventure dans l'idée d'élever des petits poulains. Et du coup, quoi, une pause dans le sport pendant un an? Tu l'as dit toi-même, j'ai plein de chevaux et comme je t'ai dit, j'avais 2 chevaux de sport et donc l'idée ce serait d'évoluer avec Soda. Puis en plus, j'ai le débourrage de l'Arco à faire tout doucement. Donc comme je t'ai dit, il a 4 ans, mais quand je parle de débourrage, c'est commencer à limite le prendre en cheval de bar en balade, qui voit des choses et tout. Et donc je vais vraiment me centrer sur ça. Donc la compétition, ici, mon objectif de ces prochaines années, c'est vraiment de la partager, la passion, donner envie aux jeunes de sortir, justement de me remettre moi un peu dans mes bases de travail, de perfectionner certaines choses. Parce que jument qui va pouliner ne veut pas dire jument qui ne peut plus rien faire. Non, mais t'as quand même un moment en fin de grossesse, comme et les moi. premiers mois, Voilà. les premiers mois de vie du poulain, Voilà, c'est où ça. tu retires Mais pas... mais l'idée, c'est de pouvoir travailler plein de choses au sol ou en liberté, et même de mieux comprendre la jument par rapport à justement à ce partage qu'elle va avoir, parce que donner la vie, c'est quand même quelque chose que j'ai vécu, et je me dis de la vivre avec un de ses chevaux, ça peut être quand même aussi magique. Donc voilà, donc ça c'est dans les projets que je me souhaite pour Epona, et de toujours pouvoir se faire entendre au niveau du bien-être animal et de mieux comprendre l'individu qui est en face de nous, quoi. Autant que ce soit un bipède qu'un quadrupède, quoi.
Ok. Est-ce qu'Epona organise encore un trek cette année? 2 même. 2. Alors, si tu veux savoir, Epona organise 2 treks, un sur un jour et un sur 2 jours, le 28 juin et en septembre, je pense que c'est le 21 septembre, je ne sais plus exactement. Et alors, Epona fait de la collaboration avec d'autres écuries. Donc, on va aller du côté de Haute-Terre à Fernelmont. C'est Burdine, ouais. Ouais, Burdine, Ouais, j'ai ouais, j'ai voilà. booké un truc Voilà. à Opter parce que pour nous, c'est 5 minutes. Ouais, c'est pas loin, hein, Ouais, de nous, chez c'est toi. vraiment Et 5 donc, minutes. ici, elle va organiser un concours avec moi parce que elle trouve que le trek, c'est génial et qu'elle connaissait pas du tout. Donc, Bon, avec son parcours de mountain trail. il est génial, hein. Mais Donc, on n'a pas encore été, j'ai demandé les renseignements un peu tard. Dans ici, la elle va le saison. réouvrir. Donc, elle l'a fermé et là, elle va le C'est ça, donc réouvrir. j'ai dit je reprendrai. Et donc, ici, moi, ça a été top. J'étais avec les chevaux là-bas, j'ai adoré. Et je trouve que pour la discipline du trek, ça permet de travailler plein de choses, autant à pied qu'à cheval. Donc C'est ça, chouette. moi je trouvais que par rapport au profil de mon cheval, c'était vraiment l'idéal de sortir de sa zone de confort en étant dans un truc sécure, Ouais, tout à mais fait. en étant dans un truc qui fait vraiment peur. Voilà. Et je me dis qu'une fois qu'il aura vu ça, une barre d'obstacles, même avec des millions dessus, ça fera plus Voilà. peur, quoi. Donc ici, voilà. Et puis j'ai une collaboration avec à Willersey, avec Damien Goris qui va aussi organiser un trek avec moi. Donc en fait, dans les 8 treks qui sont organisés, il y en a 7 que j'organise en collaboration, dont 2 que j'organise ici. Et puis il y a les entraînements et tout que je vais organiser. Et donc il y a 4 entraînements prévus cette année pour le trek. Il y a une initiation ici le 8 mars. Donc ça fait quand même pas mal de choses à gérer, plus tous les événements que je fais au niveau du chien, la Dog Summer, le rallye tartiflette canin et dada, etc. Et donc, ouais, il y a de quoi faire, quoi. On va dire qu'on s'ennuie pas. C'est ça, super. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram et sur ma page Facebook, Eponatim. C'est un logo turquoise avec un chien et un cheval qui se regardent. Ok, bah super, merci. Merci à toi.